L'apparition est aussi soudaine que surprenante. Littéralement tombée des branches vous surplombant, une silhouette immense vous toise à contre-jour. Il vous faut quelques longues secondes afin de réajuster vos yeux à la lumière, distinguer les détails de la forme qui vous surplombe. Habillée d'une tunique blanche, d'un pantalon de toile, la personne vous fixe derrière un masque sombre au long bec. Un corbeau, pensez-vous entre deux respirations saccadées. Tombé au sol sous la surprise de cette apparition, vous ne songez même pas à vous relever, trop sonné par cette situation qui vous dépasse une nouvelle fois. La personne au masque de corbeau croise les bras, enfonçant un pied sûr dans le sol devant vous. Vous attendez qu'elle bouge, qu'elle parle, qu'elle mette fin à cette situation de tension. Pour être honnête, vous ne savez juste pas quoi faire. « Le pendentif que tu portes sur ton sac », dit-elle soudainement. La voix est grave, caverneuse et ne résonne pas aussi fort que l'aurait fait penser le masque qu'elle semble porter. Mais c'est un homme, indubitablement. « Le pendentif », répète-t-il, plus sec encore. Vous remuez la tête pour vous sortir de cette torpeur aussi molle que du coton. Jetez un œil à votre sac et apercevez une babiole pleine de grelots que vous avez ramenée de vos dernières vacances. Vous la prenez entre vos mains, bien curieux de voir ce que le masque de corbeau veut en faire. « Ça ?» vous demandez. Il hoche la tête, sérieux comme un pape. « Quel est ton prix ?» répond-il finalement. Vous regardez de nouveau votre porte-clés à grelots, polissé par des semaines à se faire traîner partout. Un porte-clés qui n'a plus aucun éclat et se contente de teinter à chacun de vos pas. D'ailleurs, vous vous dites soudain, il vous énerve ce porte-clés. Vous vérifiez qu'il n'y a pas mésentente. Mon prix ? Toujours aussi sombre, le masque de corbeau hoche de nouveau la tête. Plus vous parlez avec lui, plus vous avez l'impression que son ombre grandit, qu'il envahit de noirceur le paysage autour de vous. Il reprend soudain. Un si beau talisman doit valoir un grand prix. Je ne sais pas si je peux m'y aligner, mais je ferai mon possible. Les mots sont magnanimes, mais le ton est glaçant. Il sonne comme une menace. Je ne sais pas, bafouillez-vous. Je n'y suis pas particulièrement attachée. Et vous voulez partir. Cette multiplication de rencontres désarmantes dans votre vie commence à vous peser. La forme s'avance soudain d'un pas rapide vers vous, sortant quelque chose de sa poche. Vous ne voyez pas l'objet. Tout ce que vous voyez, ce sont les ergots tranchants qu'ils tiennent. Est-ce que cette amulette protectrice du sanctuaire d'Issée fera l'affaire ? Elle renferme un grand pouvoir protecteur, affirme-t-il. Et la voix n'est plus sombre ou effrayante, elle est devenue implorante. Vous apercevez une porte de sortie. L'homme ou la créature veut à tout prix votre porte-clés tout pourri, et vous pouvez exploiter cela sans souci. Vous vous levez enfin, l'air un peu plus assuré, et détachez lentement le porte-clés. Très bien, dites-vous. Si c'est Issée, j'accepte de m'en débarrasser. Vous le tendez devant vous, vous permettez même l'ultime bravade de le reculer lorsque l'ergot s'en approche. Mais attention, ce talisman ne se maîtrise pas si facilement. Derrière le masque, ou le visage du corbeau, les yeux scintillent lorsque les talismans sont échangés. Sans demander son reste, l'homme vous dépasse et continue son chemin, observant avec un bonheur non fin sa nouvelle propriété. Bien conscient que vous venez de jouer un vilain tour à quelqu'un qui pourrait vous faire passer de l'autre côté en un instant, vous ne demandez pas non plus votre reste, et vous fichez aussitôt le camp. Bonsoir à tout le monde, bienvenue, entrez, asseyez-vous sur les canapés. On a rajouté des canapés depuis la dernière fois. De plus en plus de monde, on est obligé de s'adapter à la demande. Bah ouais. Et puis on a enlevé la moquette, parce que c'est plein de bactéries, on a mis du plancher. Impossible à laver, les taches de sang ça part pas. Ouais, donc il nous fallait un canapé et des poufs. Alors des poufs, le meuble, hein. je précise, parce qu'on sait jamais. Je me suis dit, il va pas la faire. Oui, il l'a fait. Alors ce soir, je suis en compagnie d'Amandine, pour changer. Pour changer. Bonjour Amandine. Bonsoir monsieur. Il est 21h, t'as aucune excuse. C'est vrai, aujourd'hui j'ai aucune excuse. À part la fatigue. À part la fatigue. Et tu m'as l'air bien fatigué aussi. On est tous les deux extrêmement fatigués. Plus ça va, je pense que ce podcast est en train de nous tuer à petit feu. Ben non, en fait c'est bien. Ça nous met petit à petit dans les conditions. Petit à petit, ce n'est plus l'être incarné qui va parler, mais l'être spirituel. On va devenir des yokai à force. Devenir des yokai. Je pense qu'on se dirige vers ça. Ouais. On va avoir la langue qui pousse et on va vouloir tout lécher. Non mais... C'est quoi cette obsession de la langue chez les yokai? Depuis le parapluie. Hein. Alors, encore une fois, on a eu plein de petits mots, de petits commentaires. Quelques étoiles iTunes. On a eu notre premier 4 étoiles. Pas suffisamment, mais on en voudrait plus des étoiles. Hein.
C'est ça qui nous référence. On les met sur le mur après. Donc oui, des commentaires, notamment un qui dit qu'on est envoûtant, et celui-là, il a fait ma journée, ça fait très plaisir. Alors merci à Thomas d'Incredibilis. Alors que pour quelqu'un qui a l'accent du Sud, Incredibilis, c'est un peu difficile à prononcer, mais j'ai réussi. Tu t'es très bien débrouillé. À Clac75, qui j'imagine habite à Paris, ou est né en 75. Je sais pas. Il nous dira. Tu t'avances un Ou peu trop. elle ouais. nous dira. Marinita7, merci à eux d'être passés pour nous laisser un petit commentaire et des 5 étoiles. Merci à Marina et son gentil mail qui nous a rappelé que c'était du monstre de minuit dont on parlait dans le dernier épisode. Tu avais évoqué le monstre de minuit sans citer son nom et elle nous a envoyé un mail pour nous rappeler. Ah oui, c'était le monstre qui apparaissait on va à minuit justement. À minuit justement. Ouais. Et on va pas parler aujourd'hui parce que l'heure se rapproche et moi j'ai pas envie de le voir. Bon, tant qu'on n'allume pas des bougies, je crois, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de bougie. Ah si, il y en a une là-bas. On a un sachet de gros sel devant la maison. Normalement, on est safe ce soir. On est safe. Un petit message qu'on a reçu hier. Alors on enregistre un petit peu plus tôt que d'habitude ce mois-ci, mais on a reçu un message sur Twitter qui nous a fait chaud au cœur à tous les deux, je pense. Oui. 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 M'a beaucoup touché personnellement, de Nessa, et qui en fait est bibliothécaire. Et alors bon, je vais vous résumer parce que le message était très long et plein de gentilles choses, mais en fait elle expliquait qu'elle utilisait le podcast pour faire des activités pour les enfants avec une enseignante autour du yokai en fait, autour du yokai, autour de la culture yokai et des fantômes, en utilisant notamment les nouvelles qu'on raconte au début du podcast. Et pourquoi j'en parle ? J'en parle pas pour vous vanter, j'en parle parce que je trouve que c'est une chouette idée en fait d'utiliser le yokai de cette façon-là et de faire découvrir le format podcast qui est en plein boom en France en fait, même si on est au Japon, on participe au boom du podcast en France. Je trouve que c'est une initiative qui est vraiment top. Et du coup, je lui ai demandé son autorisation et vous pouvez nous contacter si jamais vous avez des questions à lui poser pour organiser ce genre d'initiative, d'événements en fait, avec des enfants dans des colos. Où... Tout est possible à partir de là, hein, dans des colos, dans des écoles, c'est ça. pour des goûters d'anniversaire. C'est vrai que c'est une bonne idée. Thématisé yokai. Tu as une très jolie voix. Pour faire peur aux enfants, visiblement. Pour introduire ces petites nouvelles à chaque fois. D'ailleurs, elle nous a envoyé 3 nouvelles. 3 nouvelles. Que sa sœur a écrites. Et pour la remercier, je vais lire ces nouvelles avec l'accent du Sud. Et puis aussi avec l'accent québécois. Enfin voilà, tout ça pour dire une chouette initiative qu'on a adorée et qui nous a fait plaisir, évidemment. Et du coup, on vous encourage à faire pareil, ma foi. Allez-y. D'ailleurs, elle s'excusait d'utiliser le podcast pour faire ses activités sans nous demander, mais... Ah bah non, nous on est contents. Hein. Franchement, allez-y. C'est là pour ça, c'est là pour être écouté, diffusé. On est là pour agrandir la secte yokai. Donc voilà pour le gentil message de Nessa, qui nous a fait très 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 plaisir hier. Alors aujourd'hui... On va enfin parler de notre yokai du jour. Ouais. Il y a quelques plumes, il me semble. Ça dépend. Parfois. Ça dépend. Ouais. C'est compliqué encore. C'est jamais simple avec les yokai, c'est fou. Il est quand même imposant, en général. En général, oui. Parce que j'ai fait mes petites recherches sur la culture pop et à chaque fois, quand même, il impose. Hein. Il a souvent des guettas. Les Tengu Geta. Voilà. Ça s'appelle comme ça. Voilà. Mhm. Mais non, mais tu viens de dire le nom. Tu viens de casser mon suspense. Tu crois que... alors, c'est-à-dire que c'est marqué à côté quand tu télécharges l'épisode, le nom du yokai ? Ah. Et pourquoi tu mets le nom à côté aussi ? Tu casses tout, là. Je peux mettre anonyme, hein, c'est pas un problème. Mais... Pourquoi tu mets pas ce yokai va vous étonner, cliquez pour écouter. Oh oui, on devrait faire des petits trucs putaclic. Bon, bah alors, l'épisode d'aujourd'hui, c'est le Tengu. Et attendez la 5e minute. Sa 5e ça caractéristique va va vous étonner. Alors, c'est une demande d'auditeur, le Tengu d'ailleurs. Ouais. Puisqu'on vous le dit souvent, dites-nous, envoyez-nous toutes vos demandes et on y répondra. Alors, ça peut prendre un certain temps. Hein. Je pense notamment à Antoine qui nous a fait une demande de yokai par email, le Nunakion. C'est le posé, là, au coin du feu sur un fauteuil, c'est ça ? C'est ça. Ouais, il est cool, lui. Il est dans la liste, Antoine, ne t'inquiète pas, il arrive, mais c'est juste qu'on a un planning. C'est vrai qu'à un yokai par mois, on n'avance pas très vite. Alors, voilà. On a un métier à côté, voilà. On a une vie à côté. Donc voilà, c'était une demande d'auditeur aujourd'hui qu'on va réaliser. Et puis, je tiens à citer, bon, t'es pas au courant, mais c'est aussi le yokai préféré d'un de mes potes qui s'appelle Karl, qui attendait avec impatience qu'on traite le Tengu. Donc c'est dédicacé à lui aussi, du coup. N'oubliez pas, si vous avez des demandes de yokai que vous voulez voir figurer au panthéon de la librairie yokai, envoyez-nous quelque chose, les réseaux sociaux, par mail. On en sera ravis, ouais. Par pigeon, ça Alors, doit arriver. si vous envoyez par pigeon, accrochez une clé USB à sa patte, pas un papier. Ah, pour que ça tienne bien. Ouais, puis dans du plastique. On attend avec impatience. Un petit disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet. Les Tengu, et c'est vrai qu'encore tout à l'heure quand je rentrais chez moi, j'y pensais. Quand même, le Tengu, on pourrait penser aussi, je sais pas moi, au Kitsune, au Tanuki, tous ces yokai super connus au final. Ils sont assez denses dans la culture japonaise, dans la culture populaire, dans les interprétations faites. Par exemple, là, j'ai connu quelqu'un qui faisait une thèse de doctorat et elle faisait sur les Kitsune, quoi. Ah, carrément. Et voilà, ça veut dire qu'il y a de quoi dire, quoi. Et les Tengu, c'est pareil, énormément de choses à dire, donc on ne sera pas exhaustif. Du tout. Et la question que je me posais, c'est peut-être qu'il faudrait qu'on fasse ça en 2 épisodes en général. Je pense qu'il y aura une suite un jour à cet épisode, peut-être hors série. On vous donne aujourd'hui un avant-goût, mais un avant-goût, on va effleurer le Tengu du bout des doigts quelque part. Ouais, du bout du nez.
Du bout du nez, du bout du bec. Peut-être que justement vous allez écouter et vous dire qu'on a omis un détail super important. N'hésitez pas à l'envoyer parce que Amandine met à jour à chaque fois le blog. Ouais, je suis un petit peu en retard là. C'est vrai. Mais D'accord. j'ai reçu des références qui sont pas encore rentrées. Ok. Mais ouais, quelquefois des petits bouts de texte que je dois rajouter parce que justement des choses qu'on n'a pas vues, parce qu'on n'est pas omniscient, pas encore. C'est en devenir, mais ça prend du temps. Et donc du coup, on est très très content toujours de recevoir des références des auditeurs pour pouvoir les rajouter à ces articles. Comme ça, vous pouvez les consulter et en apprendre encore plus. J'ai vu qu'il y avait Melvie qui nous avait pas mal écrit. Melvie, oui, qui a rattrapé son retard dans la librairie Yokai, qui en a Voilà. profité pour nous envoyer plein de références que je dois mettre à jour dans l'article. Voilà. J'ai un peu Donc, honte, mais ça va venir. Merci Melvie. Normalement, quand cet épisode est en ligne, c'est fait. Hein. Tout est à jour. Je touche du bois, hein, Tout est mais à jour. tout est à jour. On Tout est rentre dit. dans le vif On du est sujet. prêt. On va rentrer dans la rubrique le yokai du jour. Allez Amandine, lance-nous le yokai du jour. C'est un oiseau, donc ça va bien. Il va se s'envoler passer. comme ça. Alors le tengu, c'est une sorte d'oiseau anthropomorphe avec un immense nez. On repasse au point phallique qu'on avait déjà abordé à l'épisode précédent, mais le nez du tengu est considéré comme phallique. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire être considéré comme phallique? Ça veut dire que quand les gens le voient, visiblement, ils pensent à un pénis. C'est juste une tige quoi. Bah ouais, mais tout est phallique, il paraît. Bah du coup oui, un balai c'est phallique. Alors. Bah ouais. Ouais, ok. Je sais pas. Une je poignée sais de pas. porte c'est phallique. Non, mais les gens tenaient à le préciser dans chaque article que D'accord. le nez du tengu était considéré comme phallique. Donc voilà, moi je le dis, je fais que répéter ce que j'ai C'est lu. curieux parce que dans tout ce que j'ai dit, notamment dans ces apparitions sur des estampes ou des choses comme ça, il n'y Ouais. avait aucune connotation érotique. Alors normalement l'estampe par définition, non, peut-être pas par définition, mais enfin c'est souvent Je pense que érotique, c'est la quoi. forme du nez en particulier qui est effectivement un petit peu arrondie sur le bout, tu vois. Ouais, mais il n'y a pas une boursouflure. Bah ouais, je trouve aussi, mais bon, c'est pas C'est moi curieux, qui. c'est curieux. Pas vu ça dans les références japonaises par exemple. D'accord. C'était très français. Voilà, français en plus. Voilà. Ok. Donc voilà, donc un nez très phallique et un visage très reconnaissable puisqu'il a la peau rouge vif, des yeux dorés qui sont également très sévères, donc les sourcils très foncés. Ils sont très touffus, très très touffus. Tu dis sourcil toi? Bah tu dis quoi toi? Sourcil. Je prononce le L. Est-ce qu'on demande l'avis du public? Oh merde. Ah, c'est les gens du sud. Les gens du sud, ils moi, prononcent je suis un les peu lettres. du nord-est, alors peut-être que c'est un truc. On dit moins et on dit sourcil. Donc les sourcils. Le. Ah, c'est bizarre. Hein. Donc des sourcils très touffus, très très touffus, de type buisson, hein. Et puis bien noir. Et une apparence corporelle qui a beaucoup changé en fait à travers le temps, et là c'est un petit peu problématique du coup, mais comme dans la nouvelle du début en fait, dans les temps anciens c'était très très proche de l'oiseau, notamment du corbeau, des grandes ailes noires avec des plumes, un bec de corbeau du coup, qui est devenu au fur et à mesure du temps un nez. Et donc la forme actuelle, telle qu'on lui connaît et qu'elle est très très souvent représentée, c'est ce visage donc tout rouge, ponctué d'un nez très phallique, selon les Français, et non pas d'un bec de corbeau. Ça veut dire sur les sites anglais, t'as jamais vu le mot phallique? J'ai pas souvenir là, D'accord. souvenir dans les textes français de voir nez et phallique derrière et de me dire mais ok d'accord. Pinocchio avait un nez phallique alors. Bah oui, D'accord. je suppose. Je sais pas si tu te souviens du nez tel qu'il est, Ouais. mais du coup il est fin et ensuite il grossit à la fin. Sinon là j'avais une théorie de ouf quoi. Vas-y, je t'écoute. Bah, si le nez de Pinocchio est phallique, on comprend enfin pourquoi les hommes mentent. C'est pour faire grossir leur. Mais alors tu dis ça, mais il y a des théories sur Pinocchio qui serait en fait une représentation de la masculinité. Pas celui de Walt Disney alors, hein, mais. Walt Disney ils ont juste repris des trucs où il n'y a pas de droit pour faire des dessins animés, c'est tout. Hein. D'accord. Je pense qu'ils ont pas forcément cherché. Plus loin. Ouais. Ok. Bon, lisez Pinocchio dans le texte. Et donc cette apparence, avec le visage rouge, le grand nez, les sourcils touffus, ça doit forcément vous dire quelque chose, surtout si vous êtes venu au Japon, puisqu'on la retrouve dans de tout, dans les mangas, jeux vidéo et compagnie. On va voir après dans la section pop culture, mais c'est encore une fois une apparition qu'on voit beaucoup. Une apparition assez touffue. Touffu. Vous avez aussi les poils qui sortent du nez. T'as D'accord. jamais vu? Bah moi j'ai les miens qui sortent du nez. Donc, T'es peut-être un tengu, je sais pas. Après, t'es un reptilien doublé d'un tengu. Oh là là. Eh ouais, non, moi Oh je là là. cumule. Hein. Je cumule. Je cumule, je Oui, sais. effectivement, très très souvent, plus dans les trucs plus anciens, un petit peu plus tradis, vous avez les poils qui sortent du nez en dessous, de la même façon que les sourcils sont très touffus. D'accord. Voilà, c'était le point poil. Merci d'avoir suivi. D'ailleurs, écoutez la chanson Le poil de Java, elle est exceptionnelle. Yokai est très très connu, on l'aura deviné, notamment considéré comme un des deux plus connus yokai au Japon, le kappa et le tengu. Pourtant, le tanuki, il est bien connu quand même. Hein. Mais je pense que le tanuki, comme c'est un vrai animal, Il est pas vraiment considéré comme un yokai. bah c'est un peu moins entouré de fantasmagorie et de mystère quoi. D'accord. Que le kappa et le tengu, je pense qu'ils sont tous les deux considérés comme les UMA, au même titre que Nessie du Loch Ness ou que Bigfoot, un animal mystique qui aurait pu potentiellement exister. Que le tanuki, le chien vivrain du Japon, et le kitsune, donc le renard, c'est des véritables animaux qui sont juste entourés d'une espèce d'aura mystique, un petit peu différente. Alors, autre signe distinctif, si jamais vous en croisez un, une tenue de Yamabushi. Tu connais le Yamabushi? Bah c'est, je crois qu'il y a du bon saké qui vient de là-bas, non? Yamanashi? Je confonds. Ouais. D'accord.
Bon, il y a des yamas partout, de toute façon. Mais Yama pour la montagne, donc c'est pour Ouais. ça qu'on l'entend beaucoup. Un bushi, donc un... Ah, Bushi, j'ai entendu Ah oui. Yamaguchi. Non, Yamabushi. Ah, Bushi, Yamabushi. Ce sont des ascètes en fait qui se recueillent en montagne, qui vont dans la montagne pour se laisser mourir de faim et accéder à un état supérieur. Donc des moines qui en général mangent peu, prient beaucoup pour C'est ça. accéder à un espèce d'état. Et on les appelle comme ça parce qu'ils mangent dans des assiettes, mais ils savent pas prononcer le mot. Ils font des assiettes. Voilà. Slow clap. Donc une tenue de Yamabushi. Alors pour la décrire pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est tout simplement un pantalon dont les pattes en fait sont rentrées dans des chaussures hautes. Donc ça c'est une imagerie assez connue au Japon, qu'on retrouve même aujourd'hui encore chez les ouvriers dans les ouvriers, chantiers ouais. tout ça. Mm. Et par-dessus ça, vous avez une chemise aux manches amples, donc un petit peu type kimono mais pas vraiment. Kimono de Matsuri un peu, non? Ouais, plutôt comme Mm. ça, qui est par-dessus. Donc en général, c'est blanc ou jaune pâle. Bon, c'est pas des couleurs flashy, pas orange ou rouge. Et quelques fois par-dessus encore, vous avez une veste en manche Mm. qui souvent dans les illustrations que j'ai vues est jaune doré. Donc ils sont habillés comme ça, puis quelquefois vous avez le grand chapeau typique japonais. Je sais pas trop comment le décrire, c'est un chapeau de paille. C'est le chapeau semi-cylindrique. Ouais, il est un peu incurvé quand même. Ouais, Il un est petit pas- peu incurvé, puis qui te cache le visage du coup en général. C'est ça, ouais. Donc c'est des hommes très humbles, vous l'aurez deviné. En général, quand vous les croisez, vous voyez pas forcément beaucoup leur visage. On en voit beaucoup quand on part en trek, non mais en balade dans la montagne en fait, dans des montagnes sacrées. Et puis le coquillage, qui fait un peu office de corne de brume. Mais en fait, c'est un gros coquillage. Ouais. Comment décrire la taille? Un melon. Mhm. Et c'est un coquillage de quoi, j'en sais rien, mais un petit peu replié vers l'intérieur avec des bords, avec des espèces de pointes. Mhm. Et il souffle dedans, et ça fait comme une corne de brume. D'accord. Alors je sais pas si c'est ouvragé à l'intérieur ou pas, mais... C'est le Tengu qui souffle dedans? Non, c'est les Yamabushi, ça. D'accord. Les Yamabushi. Le Tengu, il a plutôt, en termes d'outils, puisqu'on y est, un uchiwa, un éventail. Un Un éventail. éventail. Donc on le voit très souvent avec un éventail à la main. On Ouais. s'en sert pas souvent d'ailleurs. J'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup d'illustrations où il est en train de s'en servir. Bon, dans les jeux vidéo, il s'en sert. Il s'en sert. Ouais. Pourquoi il s'évente d'un air supérieur? Ah, déjà, c'est toujours un éventail en forme de feuille. Ça ressemble à un semi-shuriken, sauf Ouais. qu'il est sévère et c'est des feuilles un peu angulaires. Ouais. Et ben, quand il l'utilise, ça fait du vent, quoi. Bah, le vent, ça fait Ah, mais en tant qu'ennemi par exemple? Ouais, voilà. Ah, d'accord. En tant qu'arme, du coup. en tant qu'arme. Ok, bah, du coup, dans les illustrations traditionnelles, il a ce uchiwa qui est souvent plié, mais je le vois jamais trop s'éventer. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant, puisque les Yamabushi, qui sont en général rapprochés à la mouvance bouddhique, et du coup au Tengu, ok, tu me suis? Je te suis, tout à fait. Mais les Tengu ont été considérés, notamment à leur arrivée au Japon, comme les ennemis mortels, en fait, du bouddhisme. Ah, mais tu sais ce qu'on dit, hein. Si tu veux. Abattre ton ennemi, connais-le. Connais-le, voilà. Alors, peut-être que c'est pour ça qu'ils se sont habillés comme des Yamabushi, Voilà, ils essaient de penser Yamabushi devenir Yamabushi pour mieux les pouvoir éradiquer. les détruire de l'intérieur. C'est ça. Concernant les pouvoirs du Tengu, bon, les gens ne s'étalent pas trop dessus, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est capable de se téléporter. Encore un. Encore un. Encore Malgré un. le fait qu'il ait des ailes. Ouais. Visiblement, il aime pas trop s'en servir. Il préfère claquer des doigts et se téléporter. Mais alors, malgré cette description, peut-être que vous n'avez pas l'impression de l'avoir vu, mais si, vous l'avez forcément vu. Forcément, puisque on l'a également dans la description du podcast. Le Tengu est tellement connu qu'il a eu le droit à son emoji, que vous retrouvez d'ailleurs très souvent dans nos publications Twitter. C'est marrant que t'en parles. Oui, J'ai exactement le code qu'il faut faire. comme ça. Ah oui, après, Je vous vous le dirai écoutez tout à l'épisode l'heure. et vous faites une avalanche de Tengu sur Twitter, Voilà. Facebook, tout ce qu'il faut. Faites hashtag Tengu, hashtag, Oui, ce serait génial. hashtag librairie yokai. Et faites-nous devenir le premier hashtag du moment. Donc du coup, cet emoji, si jamais ça vous dit rien la vue d'ici, c'est tout simplement une espèce de masque rouge avec un grand nez, vous l'aurez deviné. Parce qu'il y a deux emojis qui se rapprochent un peu de ça. Il y a le Oni, donc le démon, qu'on n'a jamais abordé, avec des petites cornes et une grosse barbe. Donc du coup, vous avez cet Oni, et vous avez donc le Tengu qui est reconnaissable par son immense nez. Donc ce visage au long nez et à la peau rouge, il est très très connu au Japon, et ailleurs maintenant, depuis que Apple l'a fait rentrer dans ses emojis officiels. Mais plusieurs détails à noter par rapport à ce nez. On l'a dit vous juste avant, mais en fait, à l'origine, c'était un bec, donc un bec de corbeau. Par anthropomorphisation, avec le temps, il est devenu cette espèce de nez qui peut atteindre jusqu'à 7 paumes de long, selon le Nihon Shoki. Et enfin, n'oubliez pas que les Tengu sont considérés comme des maîtres en arts martiaux. Ça veut dire que si jamais vous en croisez un, il vaut mieux pas l'énerver visiblement. Donc une bonne raison de les éviter, ou de les défier si jamais vous avez envie de tester vos capacités en karaté ou en jujitsu. Et ainsi, on a même un moine, alors c'est une très vieille histoire, hein, ça remonte aux années 1800, mais qui affirme avoir été enlevé et élevé et entraîné par un Tengu. Ça me rappelle un peu ces histoires de gens qui affirment être enlevés par des extraterrestres. Mais d'ailleurs, j'ai une référence d'un Tengu extraterrestre. Ah J'y reviendrai. Tengu extraterrestre? Ouais. Waouh, quel Ouais. teasing. Ouais. Restez jusqu'au bout. Au Japon, en 1979, on a parlé ainsi des Tengu. Ce que l'on appelle Tengu est quelque chose qu'au Japon, la tradition a transmise oralement. On ne trouve pas dans les écritures sacrées de passages attestant de façon absolument certaine l'existence de ces Tengu. Je me demande si ces derniers ne correspondent pas aux démons dont les moines illustres d'autrefois font mention dans leurs commentaires. C'est une tradition de Hartmut Orodemun dans un livre qui s'appelle Connaissance de l'Orient, qui est édité chez Gallimard si ça vous intéresse. Et en fait, cette citation d'un moine qui s'appelle Mujudokyo, elle atteste finalement que l'existence des Tengu a été considérée, jusqu'à récemment en tout cas, comme quelque chose qui était fortement possible. C'est curieux quand même. Hein. D'autant que l'apparence
n'a vraiment absolument... Enfin, même si c'est anthropomorphisé, Hmm. a priori, c'est justement trop humain pour qu'on puisse le considérer comme un animal. Bah ouais. Donc ça fait vraiment penser à ces légendes sur le Bigfoot. Bah, peut-être en tant que corbeau. Corbeau immense, un espèce de Ouais, c'est dinosaure, ça, ouais. dinosaure corbeau. Donc du coup, on en retourne à cet épisode sur la Yuki-onna Yuki-Otoko. C'est considéré comme un animal mystique qui aurait potentiellement pu exister et qui pourrait encore aujourd'hui potentiellement exister. Peut-être que c'était les Ainu en fait. Tu crois? C'est Ouais. pas très sympa pour les Ainu. Moi je trouve que c'est classe un Tengu quand même. Ouais, c'est extrêmement classe. Il y a beaucoup de gens qui aiment le yokai juste parce qu'il en impose, quoi. Il est Quand vous classe, le voyez, ouais. Mais il a un caractère aussi, quoi. C'est pas juste... Ah, il est pas très sympa. Ouais. Il est pas très sympa et puis il est un petit peu plus doué de réflexion. Il parle visiblement, il a entraîné des gens. C'est pas le yokai de base qui va juste vous faire peur la nuit, quoi. On peut lui parler, il répondra. Visiblement, ouais. On peut chanter, aller au karaoké. Peut-être. Ah, du coup, s'il a les ailes, ça prend de la place et tout, c'est un peu Il chiant, mais... t'entraîne au bout de la Ce nuit. serait tellement parfait. J'imagine bien un Tengu chanter sur ça, quoi. Alors, parce que dans toutes les références populaires que j'ai vues, il a souvent sur sa tenue de Yamabushi, il y a toujours 2 kanji qui sont écrits. La rubrique étymologie. Faisons un peu d'étymologie. Oui, alors, Tengu, donc ten pour le ciel, et gu pour chien. C'est bizarre. Hein. Ouais, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Et alors, même pour les étymologues japonais, il y a une petite part de mystère derrière ce nom, pourquoi il a été choisi comme ça. Il vient de Chine, ce yokai. Ça, c'est attesté. C'est pas quelque chose qui est né au Japon. Ça vient du chinois. Et alors, mon chinois est un peu rouillé. D'accord. Tiangao. Au moins t'en as fait. Ouais, j'en ai fait, ouais. Donc Tiangao. Du coup, il vient de Chine. Et cet animal, qui est aussi un animal mystique, qui ressemble un petit peu moins, du coup. Il ressemble plus à un espèce de renard. Ou un chat, ouais. Ouais, un espèce de chat, renard, avec une grande langue. Ça va te faire kiffer, Ah, ça. c'est sa langue, ça Ouais, sa langue. Je croyais que c'était une petite flamme. Non, je pense que c'est sa langue. Même l'héritage mystique chinois veut, rien à voir avec la choucroute, puisque là-bas, il existe pour expliquer en fait les éclipses de soleil et de lune. Donc c'est censé être un espèce de renard, enfin animal à 4 pattes avec une queue et une grande langue, qui avale le soleil ou la lune, qui du coup crée les éclipses. Comment on s'en débarrasse? Eh bien, du coup, quand il y a une éclipse, tout le monde se réunit dans le village et on fait le maximum de bruit pour le faire peur, pour qu'il recrache le soleil ou la lune et puis qu'il s'en aille. Ça doit être assez folklore quand il faisait ça en vrai. Mais quand même. ouais. J'ai trouvé ça top comme Les légende. voisins, en ils fait. devaient pas être contents. Hein. Du coup, ça devait être une cacophonie dans tout le pays quand il y avait une éclipse de soleil, quoi. Punaise. Encore une fois, rien à voir avec notre Tengu japonais, du coup. Non. Bah, déjà, il a 4 pattes, il est même pas sur 2 pattes. Ouais, il a pas de grand nez, Non. il a pas de plumes. Et les spécialistes en yokai et en étymologie pensent qu'en fait, quand le Tiangao, du coup, est arrivé au Japon, il y a eu cette espèce de méprise entre renard et chien. Quand on regarde l'illustration, du coup, on vous la Du coup, mettra... c'est devenu un corbeau. C'est devenu un corbeau. Logique. Non, mais par contre, ça explique pourquoi on a mis Tengu, donc chien céleste. D'accord. Alors après, pourquoi c'est devenu un corbeau? Là, il y a encore un pas que visiblement on n'a pas franchi. Donc tout ça pour dire que le Tengu, en tout cas le mot, est arrivé au Japon avec le bouddhisme vers le 7e siècle. Bon, du coup, j'imagine, vu que ça a l'air d'être un yokai assez compliqué, que à l'instar de la Yuki-onna, on doit avoir plusieurs légendes, Bien j'imagine. sûr. Et surtout, en fait, il a évolué au fur et à mesure du temps. Ouais. Donc plus que le fait d'avoir plusieurs légendes qui cohabitent, le Tengu tel qu'il est arrivé au 7e siècle et le Tengu tel qu'on le voit aujourd'hui, qui n'ont absolument rien à C'est voir. un peu comme les iPhones, il y a plusieurs générations. Il y a plusieurs générations. Voilà. C'est 1.0, 2.0, c'est light 3.0. Tengu. Faut tout racheter. C'est une révolution. Globalement, Tengu sont des yokai qui sont fiers et vaniteux. Que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, vous le retrouvez toujours ce petit côté vraiment full of himself. Bah vaniteux, ouais. Ce qu'ils aiment faire, et surtout à l'époque, jouer des farces aux moines, enlever les enfants, voler dans les temples. Alors Sympa, hein. voler, pas avec leurs ailes. Hein. Non, bon, peut-être, D'accord. du coup ils cassent tout en même temps. Comme on l'a dit un petit peu plus tôt, en fait quand ils sont arrivés au Japon, les Tengu étaient l'ennemi juré du bouddhisme. Alors un des trucs qu'ils adoraient faire, c'était se faire passer pour un bouddha auprès des bouddhistes, Ouais. pour à la fin leur dire « je t'ai bien eu, C'est cool ça. Moi j'aurais vécu à ce temps-là, j'aurais aimé faire la même chose. Quoi. je t'ai bien eu, tu devrais arrêter de croire au bouddhisme ». C'était une espèce de... un cheval de Troie, quoi. C'est ça. Mm. Puis tu fais une caméra cachée. Tu le mets sur YouTube, tu fais des vues. Quoi. Ouais, je pense prank. C'est cool. Mais du coup, l'esprit, il est vraiment à double face, parce que si vous regardez les légendes d'aujourd'hui, on vous parle carrément d'un esprit protecteur. Et en fait, c'est surtout à partir du XVIIIe siècle que des versions beaucoup plus sympathiques, en fait, du Tengu, moins farceuses surtout, sont apparues dans les écrits et dans les légendes. C'est à partir du moment où le marketing a été créé. En fait. Tu crois? Ouais. Époque Edo, Ils se sont Si dit, vieux que ça allez, on va se refaire une image. Ils ont investi dans le marketing. beaucoup d'argent, Voilà. tac tac, comme la scientologie au Japon, C'est qui ça. fait des pubs sur Instagram, paf. Du coup, aujourd'hui, ces Tengu, ils seraient carrément les esprits protecteurs de certaines montagnes sacrées au Japon, dont très très célèbre, Takao-san, Ouais. que je pense que autant les gens qui vivent ici que les touristes connaissent cette montagne, parce que c'est le truc de randonnée. Du coup, moi j'habite à côté. Là, donc c'est Ah, même c'est vrai, t'es même pas trop loin, C'est là. même à une demi-heure. Là.
Tu peux aller prier le Tengu de Takao-san. Et aussi, là j'en parle parce que c'est mon jika, moi, du Japon, Tsukuba-san, c'est la ville où j'habitais avant, qui, j'ai découvert, a aussi un Tengu protecteur là-bas. D'accord, un seul Ouais, c'est un par montagne en fait. D'accord. Et vous avez 46 montagnes en tout au Japon qui sont protégées par un Tengu. Moi, j'aimerais qu'il y ait un Tengu par montagne, sur tout le Japon. Bah non, du coup, c'est 46, c'est comme ça. Et puis, ne deviens pas Tengu qui veut, hein. Faut pas déconner. Hein. C'est pas, je veux devenir Tengu. Il faut des ailes déjà, apparemment. Donc. Non, ça pousse après, ça. Selon certains, Tengu serait en fait la réincarnation, l'esprit de moines en colère qui serait complètement réincarné. Donc c'est un Onryo. Ouais, quasi. Visiblement, c'est tellement badass qu'ils deviennent des Tengu et pas des Onryo. D'accord. C'est sans doute parce qu'ils sont moines avant, en fait. Ouais, je pense que ça les sépare un peu de la plèbe. C'est une certaine sagesse. Ouais, nous pauvres humains. C'est un peu les nobles des Onryo, quoi. Bah non, ça c'est les Goryeo. Oh là là. C'est compliqué. Hein. C'est là qu'en bossant, tu t'aperçois que les yokai, c'est vraiment compliqué. Les strates sociales, quoi. Ouais. Même chez les yokai. Même dans la mort. Un yokai des yoko. Bon. Pardon. Les Tengu, ces moines réincarnés, seraient en quête de vengeance ou peut-être juste une carrière ratée qui leur fout grave les nerfs. Du coup, bah voilà, ils deviennent des Tengu. Tant et si bien que certains auraient même eu des disputes avec la famille impériale. Il y en a un qui aurait rendu un empereur aveugle. C'est pas très sympa. C'est pas cool. Et en fait, il l'aurait rendu aveugle comment ? Et ça, c'est stylé, avec ses ailes. Ah, moi, je croyais qu'il lui avait mis le nez dans l'œil, quoi. Il a 2 yeux. Bah, il le fait 2 fois, quoi. Pouf, pouf. Non, un petit peu plus simple que ça. Du coup, il serait sur son dos et avec ses ailes, il cacherait ses yeux. Pourquoi ? Comme ça. Ah, donc tout moment, il peut arrêter de le cacher, alors. Ouais. Apparemment, quand l'empereur marchait, à chaque soubresaut des ailes, il revoyait un peu, et puis tout d'un coup, pouf, il voyait plus rien. C'est très pratique, ça, pour le Tengu, quoi. C'était vraiment juste pour l'emmerder. C'est genre la vengeance. Donc son pouvoir, et non pas ses pouvoirs. C'est vraiment juste qu'il est plein de pouvoirs, tu vois. Genre, il déborde d'énergie mystique. Il s'arrête pas là. Sojobo, il est considéré comme un peu le plus puissant, genre le roi des Tengu. C'est celui qu'on voit dans énormément de légendes, et qui vient d'une montagne avec Kyoto, qui est très connue. C'est le patron des Tengu, tu vois. Tout ça parce qu'il a une grosse garde-robe. Ou un grand nez. Parce que, alors, je l'ai pas dit, je crois, hein, mais plus tu as un nez grand, plus t'es puissant. C'est peut-être pour ça que c'est phallique aussi. Ouais, ça c'est très phallique, je trouve. Tu vois, genre plus et du coup Sojobo c'est l'origine des masculinités au Japon. Voilà, un nez immense. Et bien ce Sojobo, il était tellement puissant. Il avait plusieurs kimonos, mais il y en a un en particulier qui nous intéresse. Le Elitate Goromo. Tu répètes après moi ? Elitate Goromo. C'est parce que tu l'as devant les yeux. Oui. Une traduction littérale de ce mot-là, ce serait les vêtements qui en fait tiennent debout tout seuls. Pas la saleté qui tient ce kimono debout. Non. C'est le pouvoir en fait. C'est-à-dire que Sojobo, il dégorgeait tellement de pouvoir quand il portait ce kimono qu'une fois que ce kimono a été séparé du Tengu, eh bien le kimono est resté debout. Et il a même fait un nez en fait avec le col s'est plié de façon à faire un nez. Ouais. Il se meut comme un... Comme la cape de comme la cape, exactement, comme la cape de Mr. Strange. C'est génial. Et c'est devenu un yokai, Elitate Goromo. Et peut-être Karakasa, c'est son parapluie. Le parapluie de Elitate Goromo. Oublions pas qu'il y a une origine de moine aussi pour le Karakasa. Oui, c'est vrai. En tout cas, il a donné vie à ce kimono, tellement il était puissant. Ouais. Alors oui, du coup, s'il est si puissant, pourquoi il a pas envahi le monde ? Parce qu'il est magnanime, et ça on en parle après. Tengu, même s'il est fier et vaniteux, il est juste. Donc il n'a pas forcément de besoin de pouvoir ou de terrasser les gens. D'accord. C'est un mec bien. Et j'imagine, du coup, vu qu'apparemment il y a plusieurs types de Tengu, c'est un peu comme Yuki Onna, il y a un peu de Tengu et ça se mala, quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est ça ? Ouais. Bon, on l'a vu un petit peu plus tôt, mais alors son histoire a beaucoup changé au fur et à mesure du temps, avec l'évolution du temps. Bon, en même temps, il a une histoire au Japon du 7e siècle jusqu'à aujourd'hui. Hein. Mais même aujourd'hui, en fait, vous avez une espèce de classification des Tengu. On va en revoir quelques-uns, mais honnêtement, il y en a tellement qu'on n'a pas pu tout faire, donc il y en a qui sont pas dans la liste. Hein, donc, non, on fera peut-être un autre épisode. Voilà, donc si votre chéri est pas là, pleurez pas, envoyez-nous plutôt un mail et on le mettra pour plus tard. On va commencer par le meilleur, le plus classe, le plus stylé, le Dai Tengu. Alors, comme ça, moi, tu me dis Dai Tengu, j'imagine c'est un Tengu géant, quoi. Ouais, alors Dai, pour ceux qui savent pas, ça veut dire grand. Mais vous avez grand en termes de taille, mais ça peut aussi être sous-entendu en termes de classe, de caractère en fait. Ouais, de puissance, de classe, de caractère. Prestance. Il est considéré en fait carrément comme une divinité. Le Dai Tengu, c'est ceux dont on a parlé juste avant. Ce sont les 46 qui en fait protègent les montagnes au Japon. Ce sont les plus puissants, les plus connus et les plus humains en fait. Leur apparence est la plus anthropomorphe. En gros, en classification Tengu, plus vous ressemblez à un animal, plus vous êtes faible. Et plus vous avancez vers l'humain, plus vous êtes puissant. D'accord. Ce Dai Tengu, c'est aussi celui qui emprunte ses vêtements Yamabushi. Ok. Donc c'est le grand nez, le visage rouge et les vêtements de Yamabushi. Et les Geta ? Et les Geta, les Tengu Geta. Donc, comme on le disait, ce yokai qui est le plus cité, qui est le plus vu, notamment dans les temples en termes de statut. Au-delà de ça, son apparence, donc le visage rouge, mais il a aussi ses ailes qui sont faites de plumes, qu'il porte toujours. Visiblement, il s'en sert pas, mais je sais pas, ça pète en soirée quand vous arrivez avec des plumes dans le dos. Et donc, comme on le disait plus tôt, plus son nez est long, plus il est puissant et supérieur. Le meilleur, c'est Sojobo. C'est la montagne, mais c'est lui qui a son nez à casser. Et qu'ils avaient mis un sparadrap dessus, et que c'était trop mignon. Juste le masque, en fait. Vous aviez juste
une espèce de sculpture du masque qui était grande à hauteur d'humain, je pense, et avec un nez immense. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des chutes de neige énormes qui en fait ont appuyé sur le nez, et comme il y avait cette espèce de structure avec le nez fin plus long au milieu, et ben le poids de la neige a fait péter le nez. C'est ouf ça, parce que le Tengu il devait être là depuis des décennies, quoi, même décennies. Et ce qu'ils ont fait, une fois qu'il a cassé, c'était très rigolo, c'est qu'ils ont mis un sparadrap en forme de croix sur le nez en attendant de le réparer. Finaise. La photo a fait le tour Le du manque web. de respect, quoi. Non, bah non, justement. Comme ça, tu voyais pas le trou. Il est toujours vivant le mec qui a mis le sparadrap? Alors, c'est Daitengu, c'est yokai supérieur. On leur attribue en fait aussi bien des bonnes actions, comme je te disais, que de terribles événements. Donc, ils sont justes, quoi. Ça Ouais. leur arrive de faire du bien, mais ça leur arrive aussi de faire du mal. Et pourquoi? Mais c'est parce qu'ils ont un caractère de merde. Ils sont très soupolés, en fait. D'accord. Dès que vous les énervez, ils ont tendance à s'emporter et à se mettre en colère. Et le problème, c'est qu'ils sont tellement puissants que bah, si lui, il tape du poing sur la table, bah, il y aura un tremblement de terre. Ces yokai-là, ces Tengu-là, plus que les autres, ils sont prompts à aider les humains, en fait. Comme justement ils sont justes, si jamais vous leur demandez de l'aide et que vous êtes vraiment dans le besoin, bah, ils vont vous aider. Il faut les trouver quand même. Alors. Il faut les trouver, visiblement dans les montagnes qu'ils protègent. Voilà. On vous mettra la liste, 46 montagnes au Voilà. Japon. Alors du coup, c'est pas réparti géographiquement Ouais. de manière très, très cool. Il y en a dans certains départements où il y en a pas. Et à l'opposé de ces Daitengu, Oui, alors qu'est-ce qu'on a? les Kotengu. C'est les petits Tengu. C'est les petits Tengu. Ou un autre nom, peut-être un petit peu plus connu, le Karasu Tengu. Ah, ils s'appellent les Kotengu, les Karasu Tengu. Ouais. Ah, d'accord. C'est la même catégorie en fait. Et du D'accord. coup, Karasu Tengu, donc Karasu pour corbeau, Tengu pour Tengu, Ko pour petit. Donc vous l'aurez deviné à leur nom, mais ces Tengu-là, ce sont ceux qui ont un bec et qui ont une apparence beaucoup plus proche de l'oiseau. Ils sont eux aussi habillés comme des Yamabushi, mais en fait, toute comparaison peut s'arrêter là avec les Daitengu, parce que eux, c'est vraiment de la racaille. Vraiment. Ils violent, ils volent, ils pillent, en bande en plus, parce que bon, à s'amuser, autant le faire en groupe. Bah ouais. Donc du coup, on les évite comme la peste. C'est des boutons de train par contre. C'est des bouts en train, on peut faire la teuf avec eux, il Voilà. n'y a pas de problème. Par contre, comment vous allez finir à la fin de la nuit, moi je... À poil apparemment. à poil, et puis peut-être que beaucoup moins de fierté que quand vous êtes arrivés. Ah bah faut savoir avec qui on passe la soirée quoi. Voilà, c'est ça. Et en plus de ça, ils sont réputés pour être pas super fut-fut, c'est-à-dire que les croiser et les rouler dans la farine, ce serait très facile, et ce serait un moyen de s'en sortir. Ça veut dire qu'il faut tout le temps se promener avec de la farine quand même, hein. C'est un peu fastidieux quand même. Donc voilà, promenez-vous avec de la farine, visiblement, pour pouvoir les rouler dans la farine si jamais vous les croisez. Alors si vous voulez rouler dans la farine, il faut mettre la farine d'abord par terre. Hein. Faut pas leur jeter la T'as farine une recette dessus. spéciale? Ça peut intéresser les auditeurs. Non, il faut juste avoir un sac de 3-4 kilos de farine, bien le déverser par terre. Par terre, et puis tu et le de pousses pousser dedans. le et tu le Tengu roules. dedans. Mais en plus, s'ils ont des ailes, ça doit bien accrocher, ça va être cool ça. Ouais, puis si vous avez du goudron, après on peut se faire un petit western, mais bon, ça c'est autre Ça chose. Quoi. commence à être vraiment compliqué cette histoire. Donc voilà, le sac de farine, ou votre intelligence, c'est vous qui voyez. Ouais. Et même s'ils sont solitaires par essence, ça leur arrive des fois de se dire allez tiens, je vais faire n'importe quoi avec un petit groupe. Donc ils rejoignent un autre groupe de yokai ou de tengu pour aller violer, voler Voilà. et faire plein de choses, mais en groupe parce que c'est quand même beaucoup plus marrant. C'est un peu les satires de la mythologie grecque. C'est vrai quoi. que ça ressemble un petit peu en substance. Et d'ailleurs, comme les Daitengu, ils sont pas mal soupolés. Donc non seulement déjà de base ils sont pas très cool, mais si en plus vous les énervez, à part les rouler, mais comment les rouler? En fait, ils ont une petite collectionnite. Ils adorent avoir des objets magiques avec eux. Donc si jamais vous avez un objet magique, ça peut être le moyen de s'en sortir. Vous l'échangez avec eux. Et comme ils sont un peu bêtes, vous pourriez l'échanger contre n'importe quoi. Une D'accord. des histoires que j'ai vues et qui était vraiment marrante, c'est un mec qui a une bosse. On sait pas trop ce que c'est. Il a une bosse quelque part sur le corps. Et comme c'est marqué tumeur ou protubérance, donc on sait pas trop, mais il croise un Kotengu et en fait il arrive à faire croire au Kotengu que cette bosse c'est un truc magique. Et du coup il arrive à l'échanger contre quelque chose en faisant croire que c'est un objet vraiment super cool. Et du puis coup, il est soigné. Alors. il est soigné et en plus il récupère un objet magique de la part du Tengu qui pensait faire une super bonne affaire, tu vois. Ouais. Et il s'en va. Mais le problème, c'est qu'il y a un autre humain qui va voir ce Tengu. Comme il s'est fait rouler et qu'il est pas très content, bah, il refile la bosse à l'humain qui, Ah merde, qui vient le c'est pas voir. très cool ça. Donc voilà, donc c'est un des moyens de s'en sortir. Si vous arrivez à lui faire gober, à lui faire prendre des vessies pour des lanternes, a priori, vous pouvez faire une bonne affaire et vous en sortir. Quand vous le croisez, essayez d'exploiter en tout cas sa faiblesse intellectuelle. Bon, c'est pas très cool. Moi, je vous conseille pas de le faire, c'est pas très éthique, mais Ah, le karma va prendre un coup. Hein. voilà. Mais si jamais vous êtes vraiment dans une situation de vie ou de mort, c'est un des moyens de vous en sortir. Leur tour préféré à ces charmantes petites bêtes. Attachez les enfants dans des endroits inatteignables pour que vous entendiez leurs cris. En fait, ça les fait marrer d'entendre les cris des humains. D'accord. Et en fait, comme vous pouvez pas aller le chercher, bah, les enfants continuent à crier, et eux, ça leur fait leur journée. Ou alors, là, on passe un niveau, vous faire manger des excréments jusqu'à ce que vous deveniez fou. Attends, on n'est pas loin de Human Centipede là. Quand j'ai lu la liste et que j'ai vu ça arriver, j'étais là, ok, Pourquoi pas hein. pourquoi pas? Pas d'inquiétude, parce que leur cible principale, ça reste quand même les religieux, et comme on le disait en particulier, les bouddhistes. Donc ces Kotengu sont vraiment l'espèce d'armée qui en veut absolument aux bouddhistes, et ils adorent leur jouer des tours. Comme on l'a dit, se faire passer pour des bouddhas, ça les amuse bien. En fait, il faudra amener un Tengu à une manif pour tous, non? Pourquoi?
Vu qu'il aime pas les religieux. Il aime pas les bouddhistes en particulier. Ah, d'accord. Et je sais pas s'il a quelque chose Pas lui contre les demander. chrétiens. C'était même pas précisé pourquoi ils en avaient contre les bouddhistes. Visiblement, c'est une espèce d'injonction impérieuse interne, quoi. Ils peuvent rien faire contre ça. D'accord. Ils sont pas qualifiés comme Shinto ou machin. C'est vraiment juste, ils veulent... Ça vient des tripes. Ouais, ils veulent faire la fête aux bouddhistes. Et cette image de Tengu un petit peu bête, qui se fait avoir tout le temps, en fait, c'était le ressort comique d'énormément d'histoires à l'époque Edo. À l'époque, du coup, on se collectionnait les yokai. Et pour la suite de ces classifications de yokai, je suis assez contente parce qu'on va enfin aborder un sujet qu'on a évoqué dans le tout premier épisode pilote, tu t'en souviens peut-être. Je m'en souviens très bien. Ouais, et que du coup, on n'avait pas pu aborder jusqu'à présent parce que ça reste quand même relativement assez rare. On vous avait dit, rappelez-vous, et si vous n'avez pas écouté, filez l'écouter tout de suite. On vous avait dit qu'en fait, le yokai, c'était un terme extrêmement complexe, qui englobait beaucoup de choses, qu'aujourd'hui, on parlait surtout de monstres, de fantômes, de démons, etc. Mais qu'en fait, ça touchait quelquefois à des événements. Et on avait passé ça vite fait parce qu'on n'avait pas le temps à l'époque, on n'était pas là pour enfiler des magicas. Par ces événements, par ces moments, on impliquait quelque chose qu'on va vous expliquer du coup aujourd'hui. On en a 3 dans la liste. Vous avez le Tengu-bi, le Tengu Daoshi et le Tengu Tsubute. Et là, je vous vois tout de suite taper sur internet pour voir ce que c'est avant que je le dise. Bah, si les personnes écoutent le podcast en faisant leur jogging, par exemple. Ah, c'est compliqué, Ça va c'est être compliqué. compliqué, Vous allez hein. devoir attendre. Du coup, on va parler très longtemps avant de vous dire ce que c'est. Ou sinon, on fait juste un blanc de Un blanc. 1 minute. Donc, le Tengu-bi. Donc, Tengu, c'est bon, on en a assez parlé. Bi, en fait, c'est le kanji de feu. Et alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un phénomène de boule de feu qui se produit au-dessus des rivières et qui effraie les poissons. Et alors, quel est le lien avec les Tengu ? Eh bien, ce serait qu'en fait, ce seraient les Kawa Tengu, donc les Tengu qui vivent dans Kawa pour rivière, donc les Tengu qui vivent dans la rivière, qui, de temps en temps, viendraient des montagnes, descendraient le long des rivières, et on verrait ces hordes de boules de feu. Pourquoi ? C'est pas vraiment précisé, visiblement ça les Ouais, amuse ils font aussi. la fête, quoi. Ouais, ils font la teuf. Et à l'époque, c'était terrible pour les pêcheurs, parce qu'en fait, dès que ces boules de feu arrivaient, et ben, du coup, tous les poissons s'en allaient. Oui, mais attention, parce que si ça t'arrive, ça veut dire que tu vas être mis face à une tragédie très 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 vite. Pas le groupe de musique, j'espère. Non. D'accord. C'est une forme de tragédie C'est une aussi. forme de- Malheureusement. Et donc, à l'époque, quand ça arrivait, eh bien, les gens couraient pour se cacher ou se couvraient la tête pour ne pas le voir. D'accord. D'un côté, j'ai envie de voir, mais d'un autre côté, est-ce que revient le à jour où la l'autruche. chandelle, on revient à l'autruche, ouais. La tête dans le sable. Suivant. Le Tengu Daoshi. Alors, la Tengu, donc pour le yokai, et Daoshi, ça vient de Taoshi, Taosu, donc c'est quelque chose qui tombe. Et alors, qu'est-ce que ça décrit ? Ça décrit en fait un son, un phénomène sonore. Le bruit que fait un arbre quand il tombe dans la montagne. Il fait Daoshi. Mais en gros, comment on pourrait traduire viteuf Tengu Daoshi, c'est quelque chose qui s'est fait renverser en fait par le Tengu. Et quoi ? L'arbre. C'est en particulier les bûcherons et les ascètes qui seraient en montagne qui entendraient ce son. Donc par exemple la nuit, quand il n'y a plus de bûcherons qui sont censés couper les arbres, et ben tout d'un coup, paf, tu entends ce bruit, je sais pas, craquement, et puis, fiou, Et puis après, le vent, tu vois. Donc du coup, en pleine nuit, quand normalement il n'y a plus de bûcherons et plus personne qui est en train de travailler, ben, vous entendez ce bruit. Et bien on dit que c'est un Tengu qui a fait tomber un arbre. Peut-être parce qu'il est en colère ou... Quand c'est pas la foudre, c'est le Tengu, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Et alors, à noter qu'on de temps en temps, on attribue ce son à d'autres yokai, comme on les a cités plus tôt, le Kitsune ou le Tanuki, qui sont du coup des yokai qui habitent en montagne aussi. Voilà. Et le dernier, le Tengu Tsubute, qui ce coup-ci est le lancer du Tengu. C'est le yokai gratiné du soir. Lorsqu'en fait des pierres tombent mystérieusement du ciel, on dit que c'est un Tengu qui l'a lancé, que celui sur qui elle va tomber malade en fait. Ah bah oui, s'il se prend une grosse pierre dans la tête, il va tomber malade, ouais. Oh mais attends, accroche-toi bien, parce que en fait, cette pierre, on ne la voit pas. D'accord. Pierre invisible. C'est une pierre invisible. C'est une pierre invisible et en plus, elle ne laisse pas de traces sur ton corps. D'accord. Quand tu reçois une pierre invisible qui ne laisse pas de traces sur ton corps, on dit que c'est un Tengu qui l'a balancé et que tu vas tomber malade. D'accord. C'est le Tengu Tsubute. Parce qui est normal, c'est une affliction invisible, apparemment une maladie. Oui, mais alors, dans les descriptions que j'ai trouvées, il disait que même si tu la voyais, c'est-à-dire que si tu voyais cette pierre invisible, il allait t'arriver des malheurs. D'accord. Dans les exemples, le pêcheur ne trouvera plus de poissons, le chasseur ne trouvera plus de proie, etc. Donc du coup, attention, si vous voyez une pierre invisible, Ah oui, évitez-la, quoi. évitez-la. Ça vaut mieux. Courez, cachez-vous la tête. Et donc on parle d'hommes, mais est-ce qu'il y a des femmes chez les Tengu ? Mais il y en a une, j'en ai trouvé une. C'est la Amanozako. Et du coup, c'est un Tengu qui a le sang chaud, comme les autres, et un grand nez, comme les autres. Une chose que vous allez beaucoup voir si vous recherchez des renseignements à propos des Tengu, c'est qu'en général, en termes de présentation, on vous dit c'est un kami ou un yokai. Bon, peut-être que vous êtes déjà perdu, donc on va essayer de vous faire attraper le wagon. Mais en fait, les kami, c'est les dieux du panthéon Shinto. C'est des divinités japonaises qui sont présentes absolument partout dans la nature. C'est un peu compliqué comme concept à expliquer parce que je pense qu'on a vraiment rien qui s'y approche en Occident. Mononoke Hime, la princesse Mononoke, Ouais, dans la mais- forêt, c'est des kami, quoi. C'est des kami, mais du coup, c'est vrai qu'en Occident, nous, dans notre propre panthéon, dans nos propres repères religieux ou mystérieux, peut-être un petit peu si vous partez dans l'Ouest. Côté celtique.
Ouais, côté celtique, vous allez avoir un petit peu plus cette façon de penser. Bah, c'est une façon animiste quoi, de penser. Ah ouais, c'est un petit peu animiste, c'est-à-dire que vous pensez qu'il y a un esprit en toute chose, quelque part. Un peu. Ou alors c'est des écolos quoi, qui sont pour la nature. Peut-être. On se rapproche un peu du terme yokai. Voilà, quand vous dites que vous avez un objet qui, au bout de 100 ans, s'anime parce qu'il s'emplit de vos sentiments, c'est un peu cette idée-là, animiste. Et les kami, outre ça, ils constituent aussi souvent les ancêtres respectables en fait d'une famille. Donc vous avez des kami dans vos ancêtres. C'est quelque chose que globalement, on respecte, on vénère et on traite avec beaucoup de déférence. L'empereur, il est pas considéré comme étant un kami? Maintenant que tu le dis, peut-être, ouais. L'empereur, il a une appellation particulière, il y a vraiment un respect énorme vis-à-vis de lui. Et effectivement, il me semble qu'il n'est pas considéré comme un humain, comme les autres en tout. Imaginez le kami qui vient de démissionner. Pas cool de sa part, hein, tout. Ouais, c'était un gros bazar. Hein. On a eu des jours de congé, donc on va pas se plaindre. Hein, gros bazar. On n'en a pas trop parlé jusqu'à présent parce que les gens ont souvent tendance en fait à séparer kami et yokai, sans pour autant donner de raison particulière. Quoi. C'est comme si vous aviez les kami d'un côté et les yokai de l'autre. Alors que si vous vous rappelez de notre définition des yokai pour le premier épisode, tout ce qui est mystique, onirique, un petit peu en dehors de nos choses terre à terre, c'est censé être yokai. Et notamment parce qu'en fait, ce terme yokai, dans son évolution, entre autres grâce à Shigeo Mizuki, il est devenu très attaché à ces monstres en fait. Ces monstres, c'est Kalakasa, Sakeonna et compagnie. La question se pose du coup pour le Tengu, puisque dans toutes les descriptions que j'ai vues, même en japonais, quelles que soient les langues là du coup, c'est un kami ou un yokai. Donc dans un des plus vieux écrits au Japon, le Nihonjoki, qui entre autres parle des légendes de kami, de formation du Japon, etc. En fait, on liste carrément des critères pour définir les kami. 5 caractéristiques pour définir ces kami. 1. Ils ont des personnalités divergentes. Lorsqu'ils sont respectés, ils peuvent nourrir ou aimer, mais il leur arrive de causer chaos et destruction s'ils sont méprisés. Du coup, ça se rapproche pas mal du Tengu en fait. Ouais. Les kami doivent être apaisés si l'on veut gagner leur faveur et éviter leur courroux. Les kami ne sont pas visibles depuis le royaume des humains. Du coup, là, c'est plus un Tengu. Ah ouais, c'est raté. Au lieu de cela, ils habitent les lieux sacrés, vivent par le biais de phénomènes naturels ou séjournent dans les personnes qui demandent leur bénédiction durant les rituels. Ce qui du coup se rapprocherait de l'empereur comme tu disais juste avant. Ils sont capables de se déplacer, visitent leurs lieux de culte qui peuvent être nombreux, mais n'y restent jamais pour toujours. Non seulement ils habitent à des endroits, mais il leur arrive de bouger. Je sais pas si t'as déjà été à Issei, au sanctuaire d'Issei. Non. Il y a des endroits où ils changent d'emplacement du dieu, parce qu'ils reconstruisent de zéro avec les arbres de la forêt en fait. C'est bien ça. Donc tous les 50 ans, paf, ils changent d'endroit. Du coup, c'est super joli à voir, c'est super marrant. Il existe beaucoup de variétés distinctes de kami. Le Kojiki, donc un des autres écrits japonais très très anciens, en liste en tout 300 et ils ont tous des fonctions différentes. Donc par exemple le kami des vents, celui des entrées ou celui des rues. Comme on le disait, ça habite la nature, mais ça habite aussi des endroits en particulier, les choses très fonctionnelles. Et pour finir, tous les kami ont une autorité ou un droit différent selon les personnes qui les entourent. Quand on lit ça, finalement, est-ce que le Tengu est un kami ? Oui et non. En tout cas, on s'en éloigne un petit peu. La deuxième règle n'est pas respectée. Par exemple, yokai au sens traditionnel du terme, comme on l'a dit juste avant, il définit toute manifestation étrange hors de ce monde naturel. Là, on se rapproche finalement plus... moi, à mes yeux, on se rapproche plus du yokai que du kami, en l'occurrence pour le Tengu. Mais il a noté qu'en général, le Tengu qu'on considère comme un kami, c'est le Daitengu. Voilà, ouais. Pas les autres petits, la racaille, les saloperies là-bas, les là. racailles, le trash mob. Voilà, le trash mob, ça, ce serait pas un kami. Mais c'est une question que j'ai beaucoup vue, donc je pense qu'il était important de la soulever aujourd'hui. D'accord. Est-ce que le Tengu est un kami ou un yokai ? Moi, je vous laisse juge, selon ce que vous avez entendu ce soir, de définir Tengu sont kami ou yokai. Alors du coup, tout à l'heure, tu disais que le Tengu venait de Chine, mais d'où est-ce qu'il vient ? Exactement. Est-ce que tu pourrais nous dire ? Vous l'avez deviné au fur et à mesure de ce qu'on a raconté avant, en filigrane, il a des origines ancestrales. On est encore remonté le temps, je pense, avec ce yokai par rapport au mois dernier, on est remonté encore plus loin. Comme on vous l'a dit, il est arrivé au 7e siècle. Les premières traces qu'on retrouve au Japon, l'écrit qu'on a cité juste avant, c'est dans le Nihonjoki, qui est daté à 720 après Jésus-Christ. On sait déjà à l'époque qu'il tire son nom d'une créature mystique chinoise, mais on ne sait pas vraiment quelles sont les ressemblances avec cette entité en fait. Et pour vous refaire un peu d'historique, parce que c'est important pour le Tengu de ce mois-ci, dès le 5e siècle, des émissaires qui venaient d'Asie ont tenté en fait d'implanter le bouddhisme au Japon. En fait, à l'époque, les classes supérieures avaient tendance à voir, et encore maintenant, tout ce qui venait du continent comme quelque chose d'extrêmement classieux et absolument à la mode en fait. Et ben à l'époque, c'était le bouddhisme. C'était le Tengu. C'était entre autres le Tengu, mais c'était le bouddhisme et surtout l'écriture, les œuvres d'art, ce genre de choses. À l'époque, l'empereur qui s'appelait Soga no Iname, il a voulu tenter d'introduire le bouddhisme. Il s'est dit tiens, c'est une bonne idée, une nouvelle religion au Japon alors qu'on a une religion endémique, pourquoi pas ? Et ben évidemment,
vous vous en doutez, il y avait des gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec ça, notamment les religieux shinto. Il était tellement content de son idée, cet empereur, qu'il s'est dit je vais construire le temple dans mon propre domaine, le premier temple bouddhique du Japon. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une épidémie tout de suite qui s'est déclenchée. Ah, c'est ballot ça. Et du coup, vous vous en doutez, ça a été vu comme une super mauvaise augure, quoi. Le mec, il essaye d'implanter le bouddhisme et paf, vous avez une épidémie qui s'est déclenchée. En fait, on a carrément pensé que les kami, du coup, les dieux shinto, étaient complètement réfractaires à cette idée et qu'il fallait arrêter tout de suite. On comprend que le bouddhisme, il n'est pas arrivé dans le plus grand des calmes au Japon. Pourquoi je parle de ça ? Vous vous doutez bien que cette image d'ennemi mortel du bouddhisme du Tengu, peut-être qu'elle était liée à cette espèce d'atmosphère un petit peu hostile, négative envers le bouddhisme à l'époque. Et du coup, même s'il y a eu ces mauvaises augures et cette épidémie, eh bien, ils ont tout de même imposé en fait le bouddhisme en tant que religion d'État à l'époque. Et ils sont passés de tout à rien alors. Peut-être qu'il a eu une révélation, l'empereur à l'époque. Mais entre autres parce que l'art bouddhique, c'est quelque chose de magnifique, ça c'est vrai. Par rapport à l'art shinto ou à l'art japonais de l'époque, je pense qu'il y avait vraiment un désir, en tout cas, mais pas du peuple japonais justement, parce que l'arrivée de ce bouddhisme, elle s'est faite en top-down. C'est les classes supérieures, donc les nobles, la cour, qui justement se sont dit « Ah, on va avoir cette nouvelle religion ». Et puis du coup, ça s'est petit à petit... Le ruissellement. Le ruissellement, c'est ça, vers les classes entre guillemets inférieures. Sauf que vous vous en doutez, quand vous êtes un fermier au fin fond de la campagne japonaise et que vous êtes shinto avec vos kami, quand on vous présente le bouddhisme... pas le bouddhisme qui va faire pousser les plantes. Hein. C'est ça. Je sais pas si le shinto fait pousser le riz. Les plantes, mais... le kami du riz fait pousser le riz. Hein. Ouais, sans doute. Inari, c'est vrai. Et parmi les anciennes traces relatives au Tengu, la plus intéressante est Torakichi. Torakichi, c'est ce jeune garçon qui affirme avoir été élevé par un Tengu. J'ai envie de lire, parce qu'il y a un livre. D'accord. Il y a un livre qui raconte l'histoire de ce jeune homme. Tu veux le lire au podcast, hein. J'ai envie de le lire en tout cas pour moi. Pour toi, ça a l'air vraiment marrant. Alors vous pouvez le lire, si ça vous intéresse. Il a été publié en 1822, donc c'est assez relativement récent quand même comme histoire. Et en fait, à l'époque, donc, ce garçon qui vivant n'avait pas grand-chose à faire de ses journées, se vantait beaucoup d'avoir été élevé par un Tengu. Tant et si bien qu'en fait, il a intéressé un journaliste. Et ce journaliste s'est vraiment intéressé à cette histoire sérieusement, c'est-à-dire qu'il a pas dit « Oh, c'est un illuminé qui raconte ça ». À l'époque, on prenait au sérieux ces histoires de Tengu. On pensait que c'était possible. Du coup, il est venu et il lui a dit « Raconte-moi ton histoire ». Et il en a fait un livre. Alors, ce qu'on découvre au fur et à mesure de cette histoire, le journaliste Hirata Tsutane raconte qu'en fait, il s'est aperçu au bout d'un moment que ce garçon lui racontait un peu ce qu'il voulait entendre. C'est-à-dire que plus il déroulait son histoire, et plus il se rendait compte que finalement le fond de vrai se diluait de plus en plus en histoire que le journaliste avait envie d'entendre. Donc finalement, il avait peut-être juste envie de faire son intéressant. Alors c'est fou, parce qu'il raconte qu'il a rencontré des dragons, avec qui il s'est battu dans l'eau. c'est complètement... Il est parti en freestyle dans son histoire. Et il donne aussi les bons plans du Tengu. Les bons plans du Tengu, comment soigner ses hémorroïdes avec des mochis. Enfin, ça a l'air complètement fou. Avec des mochis. Une recette spéciale de mochi. Ouais. Il dit pas ce qu'il en fait, je pense qu'il les mange. C'est le Tengu qui lui a dit en fait. Ouais, c'est le Tengu qui lui a dit si t'as des hémorroïdes. Le fait d'arme le plus intéressant de Torakichi, ce petit garçon, c'est d'avoir été dans l'espace. En quelle année ? 1822 du coup. D'accord. Avant. Il devait connaître Jules Verne, c'est pour ça. Mais alors selon lui, dans l'espace, il fait très chaud. Donc, oui, j'imagine. Ça dépend de si t'es en face du soleil ou pas. Quoi, mais... Il dit pas à quelle hauteur il a été, mais il raconte en fait que plus tu t'élèves dans l'espace, plus tu t'envoles haut, plus tu te rapproches de Bouddha visiblement. D'accord. Donc plus c'est chaud. Quoi. C'est chaud patate. Mais cette histoire, elle a été prise assez au sérieux. Tellement qu'en fait, en 1870, en 22-70, 40 ans, 4, 5, 6, non, 50 ans. Je suis vraiment très mauvaise en calcul mental. 50 ans après l'apparition de ce livre, on trouvait de temps en temps, en dehors des villages, des panneaux. Le shogun va passer, donc s'il vous plaît, les Tengu, ne nous embêtez pas. D'accord. C'était quand même pris relativement au sérieux. Ça me fait penser au panneau qui est à côté de chez moi, un tanuki dessus. Faites attention, il y a des tanuki qui passent. Tanuki, c'est gentil, ça va. Les Tengu, ça peut être... Si tu l'énerves pas, ça va. Quoi. C'est vrai, si tu l'énerves pas, il n'y a pas de problème. Mais du coup, visiblement, quand le shogun passait par là, on ne voulait pas que les Tengu soient sur place, donc on mettait ces panneaux. Est-ce que c'est à cause du livre? Je sais pas. Mais en tout cas, on prenait assez sérieusement ces histoires de Tengu, et ça nous fait penser, du coup, ce qu'on disait plus tôt, que c'était un animal mystérieux qui potentiellement aurait pu exister. Donc voilà pour les origines de ce yokai. D'accord. Maintenant qu'on a vu les origines, on va peut-être voir où c'est qu'on peut le retrouver maintenant. Donc c'est très bien comme nom de... Now, tu sais, de l'anglais. Now origin. Moi j'aime bien où c'est qu'on peut le retrouver maintenant. Où c'est qu'on peut le retrouver maintenant. C'est pas mal. Où c'est qu'on peut le retrouver maintenant? Il faudrait faire un jingle aussi. J'ai fait quelques petites recherches et j'ai coupé. Donc ne vous inquiétez pas si jamais je ne cite pas un animé, un manga, un film, un livre, un jeu vidéo où il apparaît. Ouais. C'est parce que j'ai pas tout mis, quoi. Sinon, il faudrait faire un podcast rien que sur ça. C'est un des plus connus, parmi le top 3, top 5 au moins. C'est ça. Donc, forcément. Et puis il est très classieux, très très classieux, donc il y en a partout. Alors déjà, je vais commencer par l'Unicode. Donc en fait, il suffit de faire U
plus un F47A. Donc c'est une manipulation sur les claviers. J'ai jamais compris comment ça marche, mais... J'ai jamais réussi à le faire, moi. Non, mais je vais dire un truc que j'ai toujours rêvé de dire. Vas-y. À vos claviers. À vos claviers. Oh ouais, il y a une combinaison de claviers. Non, mais sinon, dans les emojis Twitter, enfin dans Ouais, la tu le plupart des retrouves, applications, vous avez le truc emoji et il est dans la liste. Hein. Voilà, donc ça représente un tengu, c'est le masque en fait du tengu. Et en fait, il s'appelle le Japanese Goblin. Voilà. Ouais, j'ai jamais trop... Enfin, ça, c'est la traduction anglaise Ouais. générale du Ils ont tengu. dû se dire, oh, c'est un gobelin. Ouais, Il est nous en rouge. français, on a tendance à dire tengu. J'ai jamais vu gobelin ou démon ou quoi que ce soit. L'emoji s'appelle comme ça. Quoi. Après, en film, il fut un temps où j'étais cinéphile, mais Une autre vie. plus trop maintenant. Non, en plus, c'est honteux parce que c'est un pilier, mais j'ai jamais vu ce film. Ok. C'est les 47 Ronin. Ah, il y a un tengu dedans. Oui, les tengus sont représentés comme des démons des montagnes qui ont l'apparence de moines. Bah, En du fait. coup, c'est complètement tengu. Ouais. Ils ont une peau écaillée, des yeux d'oiseau et un long nez. Quoi. Ah, mais une peau écaillée. Ça, c'est un détail que j'ai jamais vu, par exemple. Spécifique à ce film-là, visiblement. Peut-être quand il n'y a plus les plumes, c'est écaillé. J'ai trouvé dans la littérature Le Tour du monde en 80 jours de Jules Il y a Verne. des tengus dedans. Et il s'appelle le Tengui. Et j'ai même retrouvé, c'est dans le chapitre 23. En fait, c'est une troupe japonaise qui font une dernière représentation avant leur départ pour les États-Unis. Mhm. Quand le héros arrive, j'imagine qu'il arrive au Japon, il croise cette troupe un peu d'acrobates. Il s'appelle les Longs Nez. Il y a une des troupes, parmi tous ces acrobates, il y a une des troupes qui s'appelle ces Longs Nez. Et donc je lis. Ces Longs Nez forment une corporation particulière placée sous l'invocation directe du dieu Tingu. Et donc Tingu, ça s'écrit T-I-N-G-O-U. Donc vous verrez pas le mot Tengu en livre, vous verrez le Mais mot c'est Tingu. une sorte de tengu, quoi. À pas confondre avec Pingu, le petit pingouin. Vêtus comme des héros du Moyen-Âge, ils portaient une splendide paire d'ailes à leurs épaules. Mais ce qui les distinguait plus spécialement, c'était ce long nez dont leur face était agrémentée, et surtout l'usage qu'ils en faisaient. Ces nez n'étaient rien moins que des bambous longs de 5, de 6, de 10 pieds, les uns droits, les autres courbés. Ça, on n'avait jamais vu de... Bah si, courbé, ça peut être le bec. Ah oui, en forme de bec, ouais. Ceci lisse, cela verruqueux. Or, c'était sur ces appendices, fixés d'une façon solide, que s'opérait tout leur exercice d'équilibre. Une douzaine de ces sectateurs du dieu Tingu se couchèrent sur le dos et leurs camarades vinrent s'ébattre sur leur nez, dressés comme des paratonnerres, sautant, voltigeant de celui-ci à celui-là et exécutant les tours les plus invraisemblables. Mais c'est complètement fou. Je savais pas Ben, du tout voilà. que... J'ai réussi à te trouver une référence que tu n'avais pas trouvée. Elle est pas... Je suis content. Elle est pas piquée des hannetons dans le genre. Et voilà, donc c'était ma petite référence littérature. En musique, j'ai trouvé que un des deux percussionnistes du groupe Slipknot, Ouais. Chris Fenn, bah, il porte un masque de Tengu, et donc je suis allé chercher. Bah, du coup, c'est là que tu te rends compte que finalement, on a peut-être eu en plus des références japonaises qu'on a vues sans faire attention et qui étaient Tengu, en fait, influencées par le Tengu. Alors c'est un peu un Tengu un peu sadomaso par contre. Bah oui, mais du coup, Slipknot, ça correspond, quoi. Le masque, il est un peu en cuir. Alors en fait, on reconnaît du Tengu le nez surtout. Quoi. Surtout le nez, et puis un peu les traits quand même. Je trouve que, enfin, le fait que ce soit un masque, tout ça, c'est... Ouais, c'est vrai que ça fait un peu masque... Ça fait penser en tout cas au nippon. masque de Tengu traditionnel qu'on voit au Japon. Mais bon, c'est quand même une cagoule en cuir, et le masque, on dirait qu'il est en fer, clouté sur les bords, Ouais, comme ça s'il y avait des rivets. En fait. Ça parlera aux fans de métal. En jeu de société, on peut voir sur les boîtes de jeux Hanafuda de Nintendo, qu'à la base, Nintendo, avant de faire des jeux vidéo, est un producteur de cartes, de jeux de cartes. Tu savais? Ça, je savais pas. Tu savais pas? Ah ben en fait, ils vendaient du Hanafuda. En fait. Alors, Hanafuda, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes où il faut crier koi koi. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est un jeu de cartes traditionnel japonais qui est très très ancien mais qui est encore joué à présent et qui se base sur les illustrations, si j'ai bien compris. Il me semble, je connais pas les règles. Je vais te montrer la photo, tu vois. Et effectivement, donc il a le visage rouge, un long nez et il a une... Ça, c'est... Alors, on vous mettra la photo parce que c'est très très parlant. C'est l'illustration la plus classique du Ouais. Tengu qu'on puisse trouver, quoi. Et il y a même les kanji Du- Tengu. Dai Tengu d'ailleurs, je crois. Hein. C'est pas du tout un Kotengu. Ça. C'est ça que tu appelais Ouais, Uchiwa. ouais, c'est un espèce d'éventail. Ouais, c'est Le grand nez, les sourcils. Alors celui-là, il est un peu vieux, donc c'est pas noir, c'est plutôt blanc. Ouais. Mais vous avez bien les sourcils un petit peu broussailleux et puis les cheveux longs. On en a pas trop parlé, mais c'est vrai que c'est assez caractéristique aussi, les cheveux longs. Il a pas l'air très content. Bah, c'est vert, toujours. Ouais. C'est pas méchant, hein. C'est froncé. C'est juste qu'il... C'est pas qu'il est de mauvais poil ou qu'il vous aime pas, hein. Il est, il C'est est strict. naturellement comme ça, ouais. Il est strict. J'avais une voisine comme ça. C'est vrai. On peut aussi retrouver en jeu de société, alors j'ai classé ça dans le jeu de société, mais en fait c'est du jeu de rôle, Pathfinder, qui est un jeu qui utilise les règles de Dungeons & Dragons. Et apparemment c'était dans le bestiaire. Bah alors du coup, je sais pas si t'as relevé, mais le caractère c'était typiquement le Kotengu, donc des charognards, des voleurs, des gens D'accord. pas très sympas. Donc c'est pas le Daitengu. Là, on retourne au Kotengu, donc au Kotengu. truc un petit peu plus de base. Ensuite, dans les animés mangas, il y a dans Urusei Yatsura. Donc Urusei Yatsura, c'est Lamu, la nana habillée avec son Ouais. string, Très vieux manga. string panther. Non, c'est Avec pas les string. cheveux bleu vert, ouais, les ouais, petites la petite corne, je crois qu'elle a une petite corne. cornes ou un truc. Bah, elle est un petit peu yokai aussi, hein, quand on y pense. Ouais. Je connais pas assez pour en parler. C'est un manga de Rumiko Takahashi, pendant des générations en fait de votre âge, mais j'imagine que quand même assez connu pour Ranma 1,5 quoi. Et pour Maison Ah oui. Maison Ikoku aussi. Donc je sais plus comment ça Ouais, c'est s'appelle en avant moi français. ça, ouais, mais...
C'est Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime. Je crois que c'est Juliette, je t'aime. Le nom me dit quelque chose. C'est pour ça que je dis ça dépend des générations, parce que la musique est assez connue en France aussi. L'image, en tout cas, est connue. Moi, je l'ai vu beaucoup de fois alors que j'ai jamais vu le manga. Cette jeune femme qui a des cheveux bleu-vert, une espèce de corne, comme tu dis, et elle est habillée en espèce de monokini panthère ou un truc comme ça. C'est ça. Bikini, peut-être plus. Bikini, ouais, plutôt. Alors, il y a la princesse Kurama, qui est la fille de Yoshitsune. Alors ça, c'est important. Donc déjà, c'est une fille. C'est un Tengu extraterrestre. Et c'est une femme, du coup. Alors, si on va voir son art, en fait, c'est marrant parce que, en fait, c'est une femme, pareil, habillée courtement vêtue. C'est ça qui est marrant. L'autrice, elle arrive toujours à courtement vêtir. Sexualiser un peu? Non, justement, personnellement, je trouve, peut-être parce que c'est une femme, justement. Elle courtement habille vêtue, mais sans que ça sexuel. soit érotique. Elle a vraiment une patte particulière, cet auteur. Ouais. Cette autrice. En fait, c'est juste une femme avec un corset dans le style Ranma Demi, je dirais. Mais par contre, ses cheveux, alors elle a les oreilles pointues. J'ai envie de dire cheveux noir corbeau. Et c'est ça, ouais. Ses cheveux, en fait, sur le dessus, c'est cheveux normaux, mais sur les côtés, ça fait un peu aile de corbeau, en fait. Ouais. Qu'on reconnaîtrait le Tengu à ça. Mais du coup, corbeau, ce serait plus Kotengu que Daitengu, encore une fois. Alors, c'est très long, donc excusez-moi les historiens si je résume mal, mais donc c'est la fille de Yoshitsune. Et Yoshitsune, bon, ça va être du Wikipédia, hein, parce que c'est pas le point le plus important du podcast, mais c'est quelqu'un qui est de 1159 à 1189. C'est un samouraï et un général des périodes Heian et Kamakura de l'histoire du Japon. C'est le 9e fils de Minamoto no Yoshitomo et le demi-frère de Minamoto no Yoritomo, et qui devient le premier shogun du Japon et qui fonde le Bakufu. Ok. Donc c'est quand même un quelqu'un... mec qui en impose, quoi. C'est pas n'importe qui. C'est un mec qui. d'important. En fait, il aurait appris l'art de manier l'épée, les tactiques militaires et la magie au XIIe siècle, donc le siècle où... En fait, c'est juste Sojobo qui lui aurait appris tout ça. D'accord. Voilà, tout simplement. Tout simplement, le patron des Tengu lui a appris tout ça. C'est ça. Et sa fille... Et donc, dans le manga, pas dans la vraie vie... Ah, ça, c'était le vrai mec. Ça, c'est le vrai mec. D'accord, c'est historique. Ok. Et par contre, dans le manga, ils ont fait un raccourci, et en fait, la nana Tengu, la princesse, c'est sa fille. En fait. D'accord. Voilà. Parce que du coup, je pense qu'on l'a pas dit avant, mais il y a beaucoup d'histoires à l'époque, enfin à l'époque, quand je dis à l'époque, c'est l'époque Edo, on le dit jamais, mais quand on dit à l'époque, c'est l'époque Edo, de maîtres en arts martiaux, etc., de patrons, de shoguns, qui auraient appris auprès des Tengu. Parce que les Tengu étaient si forts en arts martiaux que quand vous vouliez être le big boss de la cour de récré, vous alliez leur demander qu'ils vous apprennent des trucs. Même mon père, c'est un Tengu. Je pense que t'en as imposé tout de suite quand tu disais dans ça. les cours de récré. Que la légende raconte, donc à propos du Sojobo, qu'il a la force de 1000 Tengu normaux, quoi. Ouais, c'est un patron, c'est pas n'importe qui. C'est... C'est pas pour rien qu'on connaît son nom et qu'on connaît pas le nom des autres 46 qui gardent les montagnes. C'est ça. Donc voilà, un petit point historique avec Yoshitsune, qui est quand même le fondateur du Bakufu, apparemment. Donc, tout de suite, le mec, en soirée, il la raconte. Voilà. Il devait serrer en soirée, quoi. Puisque t'es dans les mangas, moi j'ai commencé un manga pour le bien de cette émission qui s'appelle Blackbird. Ah, j'en ai pas parlé. Mais t'en as pas parlé. Mais alors du coup, moi j'ai carrément commencé à le lire parce que je fais pas les choses à moitié dans le genre. Alors c'est un shoujo manga, donc c'est un manga qui est à destination des jeunes filles qui en général parlent d'histoire d'amour. Et alors là, on parle d'histoire d'amour et pas qu'un peu. L'héroïne, Misao, c'est un être humain, mais elle est très spéciale parce qu'en fait son sang, et on sait pas trop, enfin je suis pas rendu très loin dans le manga donc je saurais pas vous dire pourquoi, c'est peut-être expliqué plus tard, mais son sang est très spécial dans le sens où il est une nourriture absolument exquise pour les démons. Il y a un petit côté Twilight à cette histoire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a été élevée avec un voisin un peu spécial qui est un Tengu. Tout simplement. D'accord. Et coup de bol, ce Tengu qui avait disparu de sa vie et qui est son crush en passant, réapparaît tout d'un coup. Le jour de ses 16 ans, où en fait, on sait pas trop pourquoi, mais son sang, à ce moment-là, appelle en gros les démons autour d'elle. C'est pas l'âge... de la majorité sexuelle, effectivement. Il y a un peu de ça peut-être. Voilà. Mais en gros, voilà, jusqu'à présent, on savait qu'elle avait un sang spécial, mais ça n'attirait pas trop les gens. Mais quand elle a 16 ans, c'est l'âge, quoi. Ça y est, faut s'y mettre. Et donc, du coup, vous avez ce Tengu qui revient dans sa vie. Alors, Tengu, qu'est-ce qu'il a du Tengu ? Il n'a que les ailes. Et le pouvoir. Pourquoi pas. Mais du coup, au moins, il est beau, quoi. Il a pas le nez. Ouais, bien sûr, c'est un beau gosse. Il est super grand, il est dark. Il devient prof dans son école. Enfin, voilà. Si vous avez lu un shoujo, ça se déroule tout de suite. Vous avez même pas besoin de savoir la suite. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe le deuxième jour où tout ça lui arrive sur le coin du nez ? Vous avez un autre mec, un espèce de gobelin, on sait pas trop encore quoi, qui est blond ce coup-ci, parce que vous avez l'antagonisme, brun, blond. Un ténébreux, un joyeux. Ouais, c'est ça, exactement. Qui lui aussi lui dit, mais non, tu m'épouseras moi, tu l'épouseras pas lui. Enfin voilà, vous voyez le genre de shoujo que ça peut être tout de suite. Et donc voilà, ça suit un Tengu, mais franchement, à mes yeux, il n'a de Tengu que le nom. En parlant de beauté à cause du nez, dans One Piece, tout simplement, Usopp, il a un nez de Tengu, quoi.
Donc, C'est vrai. et il se fait appeler d'ailleurs Tengu au chapitre 756. Alors ça, je sais pas, j'ai pas lu. 756. Là, je suis en train de les relire, comme je te disais là, au dernier épisode. J'en suis au 187. Alors, Et ça fait bien un mois que j'y suis. Donc, casse dédié à Arthur, mon collègue, Ouais. qui tous les midis, parce que je vois son écran de là où je suis, Ouais, qui il lit lit. un chapitre de One Piece, d'accord. qui du coup doit savoir. Donc Il au doit chapitre savoir. 756, Il se fait appeler, Tengu. Tengu à cause de son nom de nez. Incroyable. Voilà. Mais du coup, il a aussi, ouais, enfin, il me semble, Ah, hein, lui, parce que lui, même il a si un j'ai long pas nez, lu, il est connu pour ce très long nez, Ouais. qui du coup a cette forme assez caractéristique en fait du nez de Tengu, donc Mais c'est ça, assez ouais. fin. Ensuite, on en avait parlé aussi au dernier épisode, mais dans Gantz, c'est un des trois Oui. boss yokai Dans l'armée des yokai, à du Osaka. coup. Là. Et c'est un des patrons là, c'est pas dans l'armée basse. Non, c'est un vrai des que trois, c'est un- des trois patrons. Quoi. Et je me souviens, je crois que son illustration est très très classe aussi. Ouais. Ensuite, c'est un des esprits utilisés dans Shaman King, tout simplement, il me semble. Ouais. Si je me souviens bien, j'ai pas vérifié, je suis désolé si je me trompe, mais si je me souviens bien, c'est par juste le père du héros, quoi, qui, à un moment donné, dans le manga, il fait Ouais. un truc badass, il invoque son Pas esprit, filer un Tengu. et c'est un Tengu, en fait. Dans le manga Toriko, il y a le cuisinier Tengu, donc c'est une sorte de rakai. Sérieux. Ouais. Et je pense que là, on touche à quelque chose d'assez spécial avec le Tengu, c'est que il est complètement inclus dans la vie quotidienne en fait. Ouais. Oui, c'est un yokai, mais au même titre que le Kappa, et je pense qu'on abordera le Kappa très bientôt parce que ça reste un pilier fondateur du yokai. Il est là partout, vous l'avez en statut, dans des pubs. C'est une référence au même titre qu'en France, la Dame Blanche, le Dahu. Et encore, le Dahu, tout le monde connaît pas. Bah, le loup de Gévaudan. Le loup du Gévaudan, tout le monde connaît, je pense. Ouais. C'est une référence, c'est quelque chose que Ouais. voilà, tout le monde connaît et qui peut servir de blague. En fait, ça fait tellement partie du paysage culturel que quand vous en parlez, vous n'avez pas besoin de le présenter. Quoi. Tout le monde sait ce que c'est. Et ben, le Tengu, le Kappa, le Kitsune, C'est ça, tout le monde sait ce que c'est. Tout le quoi. monde sait ce que c'est ici. Ouais, le monstre du Loch Ness, même si c'est pas français. Ouais, voilà. Tout le monde sait ce que c'est. Quoi. Et c'est marrant parce que même si on ne sait pas si ça existe ou pas, voilà, ça fait partie common knowledge. Quoi. Tout le monde sait ce que c'est, tout le monde y fait référence. Et qu'on y croit ou pas, bah, c'est pas important en fait. C'est juste que vous savez ce que c'est. Dernière petite référence manga, comics, animé, c'est les Tortues Ninja, où en fait l'épée de Shredder est tout simplement être forgée par des Tengu Par des ancestraux. Tengu. Alors, donc non seulement ils s'y connaissent en arts martiaux, mais en plus ils forgent des armes. Quoi. Ah, c'est les Tengu ancestraux, donc ça doit être le Dai Tengu. Ouais, donc c'est un mec, encore une fois, il a dû aller dans une montagne quelconque. Bah, Voilà. pas quelconque, sans doute Sojobo. Ou le mont Fuji, parce qu'il me semble bien. Il y en a si un je au me mont trompe Fuji. pas qu'il y en a un au mont D'accord. Fuji aussi. Ensuite, jeux vidéo. Ah, Mega Man 8, qui est sorti en 96 sur PlayStation et Saturn. Je sais pas si tu connais les Mega Man, mais en général, ouais. au début, tu choisis parmi 8 niveaux ou 9 niveaux, je sais plus combien il y en a exactement, et chaque niveau a son boss. Et si tu bats le boss, tu gagnes son pouvoir. Donc son tableau est assez aérien. Le tableau de Tenguman, il s'appelle. Et c'est tous- Tenguman en version anglaise ou en version japonaise aussi je crois que ce sera en version japonaise, c'est tous quelque chose man en fait. D'accord. Oui. Rockman, Megaman c'est le nom américain, mais Tenguman, en japonais c'est Rockman et t'as Tenguman. Le niveau est très aérien, donc il faut faire des sauts dans tous les sens, il y a des plateformes. À un moment donné, tu Il y a des passes, ailes, tu ouais, passes c'est devant pas un, logique. un vaisseau corbeau. Bah, corbeau, voilà, ouais, quoi. c'est Une dans le tête de thème. corbeau. Et donc le boss, c'est bon, tout est robotisé, hein, c'est normal, mais alors ouais, il a quand même une allure de Tengu. On retrouve son masque avec le long nez rouge et on retrouve son Éventail, son éventail un peu plus Bon, il a que simplifié. 3, Il a que 3 branches et en fait il s'en sert comme shuriken, il te le balance dans la tête Ah, c'est ça que tu disais. et il fait des bourrasques et les bourrasques t'emprisonnent, t'immobilisent. Et en fait le pouvoir, désolé pour le spoil, mais bon à 96, le pouvoir pour le tuer un peu plus facilement parce que chacun des boss a un point faible. Donc forcément le premier, comme t'as aucune arme d'autres boss, c'est celui que tu dois te faire à la main, à la dure. Donc il y a toujours un boss qui est un peu plus facile que les autres. Et c'est après, celui-là. Celui-là, en fait, c'est le pouvoir de la glace. Tu peux l'emprisonner dans de la glace et après l'enchaîner pendant un petit moment sans qu'il te fasse plus rien. D'accord. Voilà, donc Mega Man 8. Guild Wars, donc apparemment Guild Wars Guild Wars, ouais. Alors Ouais. moi j'y ai pas joué, Ouais. mais il y a des humanoïdes à tête d'oiseau dans le premier DLC, il me semble. Et ils s'appellent Tengu ou pourquoi on les rapproche du Tengu? Ils sont appelés Tengu. Ils sont appelés Tengu, Ils c'est sont leur nom. appelés Tengu, Ok. ouais. Dans EVE Online, qui est un jeu de vaisseau chronophage à souhait, je crois que le jeu est tellement complexe, ils ont réussi à créer un tel microcosme qu'il y a des tests d'économie qui sont faits sur l'économie de ce jeu tellement... Ok. Alors c'est dans l'espace, tu commences avec, à poil avec un tout petit vaisseau, il me semble. Ouais. Tout est assez lent, temps de devenir fort, quoi. C'est chronophage, quoi. Les développeurs font en sorte que les gens soient très libres. Donc l'économie est vraiment libérée. Donc il s'est installé. C'est un enfer à coder. Et donc il y a un vaisseau, un croiseur stratégique qui s'appelle le Tengu. Alors je suis allé voir la photo et il n'y a rien qui évoque le Tengu. Donc c'est vraiment que C'est comme l'épisode précédent, on avait une armure de guerre qui avait le nom de Loku Lokubi, mais qui n'avait pas c'est de ça, nom coup, quoi. c'est un peu ça. Ouais. Ouais, C'est un juste hommage. pour le nom parce que c'est stylé. D'ailleurs il y a un studio de jeux vidéo qui s'appelle Tengu Game et ils ont fait un jeu avec un Je suis même Tengu. pas surprise. C'est Mais- ouf comment je suis pas mais surprise. voilà. Après Mad World en mars 2009 sur Wii, c'est fait par Platinum Game. Et donc c'est un boss
qui s'appelle Tengu, et donc je vais te montrer la photo, même si les auditeurs ne peuvent pas le voir. Mais effectivement, donc le graphisme du jeu est un peu particulier, hein, c'est noir et blanc, et effectivement, on reconnaît la tête avec la barbe, le nez. De loin, toi, tu vois pas, dans toi le brouillard. Ouais, tu peux deviner, mais c'est surtout parce qu'il a le nom, quoi, du Tengu. Dans Dead or Alive, c'est juste le boss du jeu. Ouais, tu joues un Tengu, et c'est, moi, personnellement, ça devait être en 2004. J'étais en première année de prépa. Assez tardivement au final, où j'avais dû sûrement entendre le nom, mais c'est à ce moment-là où j'ai associé en fait une image au Tengu, où j'ai découvert ce que c'était un Tengu en fait. Et c'est vrai que le Tengu de Dead or Alive 2, c'est très proche, très proche d'un Dai Tengu, quoi. Ça ressemble beaucoup à cette image. Déjà, il a toutes. Il a vous les mettra ailes, dans l'article évidemment, mais il a les ailes, toutes les guetta, caractéristiques. Le nez, Éventail, guetta, nez, et le petit barbe. chapeau. Ouais. Et il ressemble beaucoup par exemple au Tengu qu'on peut trouver en statue au Mont Takao. Ouais, et il ressemble beaucoup à celui que tu m'as montré en Hanafuda avant. Voilà, ouais. Il est dur comme boss, hein. Il est assez tendu. Il y a le Tengu qui apparaît dans Okami sous forme de monstre volant masqué. Il y a certains ennemis de Muramasa The Demon Blade, qui est un jeu Vanillaware, si je me trompe pas. J'en avais parlé la dernière fois dans Touhou. En fait, les Tengu, c'est des sortes de journalistes. D'accord. Voilà. Très bien, j'accepte cette information. Sauf qu'ils ne ressemblent pas à des Tengu, ils ont que l'appellation. Je suis allé chercher sur un des Tengu célèbres et en fait, c'est une sorte de... Déjà, c'est une femme, il faut le noter, parce qu'en général, les Tengu sont des hommes. Alors, elle s'appelle Loup Blanc, mais c'est... elle a des oreilles de chien. Race Tengu. Je pense que c'est plus une profession, en fait. Mais alors, peut-être que là, on se rapproche du chien céleste. C'est vrai qu'ils ont peut-être pris les kanji littéralement. Donc là, peut-être que c'est une réinterprétation, en fait, du Tengu suivant les kanji. Si vous voulez voir à quoi elle ressemble, elle s'appelle Momiji Inu Bashiri. Chien du coup. Ouais. Donc, et donc elle a des oreilles de chien et tout ça, quoi. En fait, les Tengu, ce sont ceux qui exercent la profession de reporter dans l'univers de Touhou. Donc là, ce serait plus associé le yokai à une profession. C'est ça. Ensuite, on a le fameux Pokémon dont je parlais tout à l'heure. Ah, alors, où dis-moi. On voit que, quand même, effectivement, il y a de l'inspiration. Grand nez, barbe blanche, cheveux blancs longs, un truc de la nature, arbre. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Alors, par contre, c'est vrai que je pense qu'on fera un hors-série Pokémon un jour. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de Pokémon inspirés des yokai. Mais souvent, la ressemblance, elle est un peu de loin dans le brouillard avec des lunettes de soleil, quoi. C'est-à-dire qu'on voit l'inspiration, mais c'est pas super clair, quoi. C'est pas genre, vous voyez le yokai ou le Pokémon, vous dites, c'est bien. C'est comme ça, c'est qu'une inspiration. Ouais, c'est qu'une inspiration, complètement. On a le père de Ryo Sakazaki et de Yuri Sakazaki, qui s'appelle Takuma Sakazaki. Forcément, ils ont le même nom. Dans Art of Fighting et dans The King of Fighters, qui est un jeu vraiment très célèbre de SNK. Il a une identité secrète sous le nom de Monsieur Karaté. Et en fait, il porte un masque de Tengu. Monsieur Karaté. Dans Metal Gear Solid 2, vers la fin du jeu, il y a des soldats qui s'appellent les Tengu. Donc je suis allé faire une recherche sur leur... Et en fait, effectivement, alors ils ne ressemblent pas du tout à des Tengu, hein, mais leur masque à gaz, j'ai l'impression qu'ils font une espèce de petit cylindre en pointe, comme un nez de Tengu, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'on les appelle les Tengu. Et puis les yeux très sévères aussi. Aussi, ouais. C'est-à-dire que c'est pas, en général, dans les masques, les yeux, c'est assez droit au-dessus. Et là, en fait, ils sont très inclinés, comme s'ils avaient les sourcils froncés. Et enfin, pour finir... Attends, alors si c'est pour finir, j'en ai un avant, dans Soul Calibur aussi. Ah ouais, dans Soul Calibur, il y a Yoshimitsu qui c'est vrai qu'il a un masque de Tengu. Ouais. Il a en fait un costume. Et c'est pas dans le... Mais il est dans Tekken aussi. Yoshimitsu, c'est dans Tekken. Ouais. Mais du coup, là, c'est dans Soul Calibur. Vous pouvez jouer Yoshimitsu comme un personnage spécial, invité en quelque sorte. Et un de ses costumes, c'est le costume Tengu. D'accord. Maintenant, tu peux partir pour ton jeu. Alors, Nioh, évidemment. Dedans, il y a des Karasu Tengu. Donc les petits. Les pas très cool. Sauf qu'ils sont gros. En général, j'ai toujours eu assez de mal à les affronter, parce que quand tu as un demi-boss, enfin c'est une sorte de demi-boss, tu as une espèce de dôme violet, et quand tu es dans le dôme violet, le demi-boss apparaît. D'accord. Et c'est souvent des Tengu, qui sont assez imposants, quoi. Enfin, c'est humanoïde, mais on voit le corbeau, quoi. On voit complètement le corbeau, notamment dans le bec. Voilà. Encore une fois, qui n'est pas un nez, mais bien un bec. D'ailleurs, il est plus blanc que rouge ou noir, quoi. Ouais. Parce qu'en général, les couleurs dominantes du Tengu, ça reste rouge ou noir. Mais là, non. Et là, il est très blanc. Pas de Sekiro ? Et non, je rigolais, évidemment qu'il y a du Sekiro. D'ailleurs, c'est un moment assez fort dans le jeu. Après avoir buté le premier boss du jeu, premier vrai boss du jeu, on trouve un samouraï avec un masque de Tengu. Un masque, donc c'est pas un Tengu. C'est pas un Tengu, il a un masque de Tengu. Est-ce qu'il est spécialiste en arts martiaux ? Ouais, c'est lui qui va vous apprendre tous les... Carrément
toutes les compétences. Enfin, il va mais nous du donner coup, les là, compétences Ashina. on retombe vraiment dans la légende, c'est-à-dire que c'est un Tengu. Est-ce qu'il est dans la montagne? Non. Il apprend les techniques Ashina, qui sont les techniques en fait de l'endroit où se passe le jeu. Et alors attention spoil, déjà j'ai un peu spoilé, hein, mais là au gros spoil, en fait on se rend compte très vite parce que c'est lui, en fait c'est ce personnage-là qui vous appelle Sekiro. Personne d'autre vous appelle Sekiro à part ce personnage. Sekiro, qui je le rappelle veut dire loup manchot. Un peu plus tard dans le jeu, quand on va tuer un personnage important du jeu, on va faire la rencontre d'Ishin, qui est juste le chef du lieu qu'on parcourt. Un shogun, quoi. Il me semble que qu'il est considéré comme étant un shogun et qui fait la rébellion contre le Japon qui est en train d'essayer de s'unifier. Donc ça c'est historique. Hein. Il vous appelle Sekiro aussi et il a la même voix et là on fait le rapprochement. On se dit mais en fait le Tengu c'est lui. Et c'est optionnellement le boss final du jeu aussi. Voilà. C'était extrêmement touffu. Alors beaucoup dans le jeu vidéo, hein, encore une fois. C'est ma spécialité. C'est ta spécialité. Après, je pense qu'il y en a aussi beaucoup dans les animés, comme tu dis, manga. J'allais pas. Après, on n'est pas passé non plus dans les statues, par exemple, dans les estampes. Il y en a énormément. C'est vrai que j'aurais pu aller de ce côté-là. Le Tengu, je pense qu'on le voit quotidiennement quand on habite au Japon, sans s'en rendre compte. Hein. C'est tellement dans la vie quotidienne qu'on s'en rend pas compte. Donc du coup voilà, c'était un petit aperçu en tout cas de l'étendue que le Tengu peut avoir dans le monde pop culture. Alors pop culture, mais sur quoi on va se focaliser aujourd'hui ? J'ai décidé d'innover, parce qu'on innove toujours dans la librairie Yokai. Même si on est une librairie pleine de livres poussiéreux, on aime bien innover et faire des trucs nouveaux. Aujourd'hui, on va parler de sculpture. Waouh. Non, on va pas de sculpture parce que je me suis demandé, comme d'habitude, qu'est-ce que je pouvais bien vous présenter. Et en fait, en revoyant des photos, t'en as parlé d'ailleurs, de ces Tengu à Takao-san, je me suis rendu compte à quel point c'était des statues impressionnantes qui valaient franchement le coup d'œil. Plus largement que statues, le temple où elles sont en fait et l'endroit où elles sont. Donc à Takao-san, près de chez toi, loin de chez moi. À côté de chez moi. C'est une montagne qui est à l'ouest de Tokyo et qui est réputée pour une grande balade en pleine nature avec son temple tout en haut. Et pourquoi c'est réputé ? C'est parce que c'est pas trop loin de Tokyo, on peut y accéder facilement en train, c'est direct de Shinjuku. Et surtout, dès que vous y êtes, vous avez l'impression d'être à 10 milieux de Tokyo alors que vous êtes juste à côté. Et des momiji partout. Des momiji, qu'est-ce que c'est ? Des érables. C'est des gâteaux. C'est des gâteaux aussi. Ils sont trop bons, c'est mes préférés. Entre autres des érables. Les gâteaux sont en forme de feuilles d'érable. Momiji manju. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe avec les érables au Japon en automne ? C'est qu'ils deviennent tout rouges. Ou ils deviennent comme les Tengu. Comme les Tengu, oui. Non, et c'est vraiment une très belle couleur. Et c'est indescriptible. Même en photo, je trouve que ça rend pas. Vous avez le Japon en automne qui se couvre de feuilles rouges et c'est incroyable. C'est super joli. Et aussi parce que si vous y allez, vous pouvez voir le mont Fuji. Alors j'ai plein de photos, je pourrais t'en passer si tu veux. Ouais, on va illustrer l'article avec des vraies photos qu'on a prises du coup pour une fois. Photos de Tengu, mais aussi des photos de Takao-san, du Koyo, parce que les photos que j'ai datent du Koyo en fait. Donc il y a un Tengu sous des feuilles d'automne. Ça va être magnifique. Tu pourras mettre une petite bande son derrière Autumn Leaves. Faire un truc PowerPoint, tu sais, avec les photos, avec des fades et tout. Et pas toi qui chantes, du coup. Ouais, parce que là, je suis trop fatigué pour bien chanter. Et le Takao-san et son temple, ils sont populaires aussi parce que c'est un power spot. Et ça, c'est un truc qu'on connaît pas du tout. Moi, j'ai découvert ça au Japon. C'est très japonais, le power spot. Le Mont Saint-Michel, c'est un power spot. C'est vrai ? C'est pour ça que les Japonais adorent y aller. Qu'est-ce qu'un power spot ? C'est un endroit où on se recharge en énergie spirituelle. C'est un point énergétique du globe, quoi. Donc quand tu vas, t'as plein d'énergie. Le Mont Saint-Michel, c'est parce qu'il y a l'abbaye là-bas ? C'est pas parce qu'il y a un truc humain, c'est juste c'est spirituel, quoi. Je pensais. En général, les power spots, pour le Mont Saint-Michel, je savais pas, mais au Japon, c'est les temples ou les sanctuaires en fait. Donc sanctuaire d'Issei, par exemple, qui est un sanctuaire extrêmement connu parce que très important dans la région Shinto, c'est un power spot. Alors tous les temples sont pas des power spots. Non, d'ailleurs, il y en a qui en tout cas, il y en a qui le sont plus que d'autres. Ouais. Et quand vous achetez un guide, en général, vous avez la liste des power spots qu'il faut absolument y aller. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Vous y allez et vous vous sentez rafraîchi, j'ai envie de dire, quoi. C'est recharger en énergie, sans doute décharger en énergie négative. Et alors, le mont Takao, on en a parlé. Vous avez aussi un Tengu, un Dai Tengu qui le protège. Et là-bas, il s'appelle Nagubo. Donc, c'est pas Sojobo, mais c'est quand même un Tengu sympa. Ouais. Et pourquoi on aime bien y aller ? C'est parce que Sojobo, c'est à Kyoto. C'est pas la porte à côté, quand même. Du coup, oui, c'est... Même si c'est bien. Hein. Donc, si vous voulez aller demander les faveurs d'un Tengu, allez plutôt à Takao. Ça fait moins loin, quand même. C'est moins cher. C'est moins cher, c'est moins loin. Et puis, bon, enfin, sauf si vous venez de France. Hein. Là, peut-être vaut mieux aller à Osaka et... Ah, c'est pas faux. Et maintenant Kyoto, qu'il y a des vols directs. Ouais. Forcément. On n'appuiera jamais assez sur l'importance d'avoir un grand nez.
Chers auditeurs, mesurez votre nez tout de suite. C'est génial quand t'as un Tengu, t'as un manteau, le porte-manteau portatif avec toi, quoi. Ah, pour ton... Oui, si t'as un Tengu et que t'as un manteau, Tu le mets sur ton nez? tu le mets sur ton nez, voilà, t'es pépouze, quoi. Et alors on en parlait, ce Dai Tengu, il est protecteur. Donc il est plutôt sympa que moins sympa que les autres. Et alors, il peut vous soigner, prévenir les catastrophes. Et puis on va facilement aller justement le voir, faire un petit pèlerinage, lui donner une piécette ou deux pour s'attirer les bonnes faveurs du coup des dieux. Si vous allez au Takao-san, vous avez un temple tout en haut. Vous pouvez y aller à pied ou je crois qu'il y a un chairlift, comment on appelle ça, un téléphérique, un télésiège. Ouais, un cable car. Ouais, donc du coup c'est assez accessible même aux personnes handicapées par exemple. Un funiculaire. Et devant le Izuna Gongendo Hall, donc du Yakuo-in, qui est le temple tout en haut, vous avez en fait 2 statues. Vous avez une statue de Kotengu, donc Karasu avec le bec de corbeau, et vous avez une statue de Daitengu, donc le mec classieux avec son uchiwa et son grand manteau et machin, j'ai un grand nez, je suis très classe. C'est beau. C'est beau. Donc vous avez en quelque sorte le Tengu de base, donc un peu bête, qui n'a pas commencé son entraînement, et puis vous avez le Tengu surpuissant à côté, Yamabushi, qui sait tout de la vie, et qui est très gentil. Voilà. Et qui vole pas. Voilà, et qui vole pas, qui est très sympa. Et le temple Yakuin, en fait, c'est un temple bouddhiste, donc c'est pas un sanctuaire shinto. Donc ça illustre encore une fois cette espèce d'évolution de l'imagerie Tengu qu'il y a pu avoir. Il est devenu, je sais pas, juste un yokai et qui visiblement n'en veut à personne. En tout cas, si vous l'énervez pas, il viendra pas vous chercher des noises. Comme avec les humains, en fait. Oui, non, c'est vrai, c'est complètement vrai. C'est-à-dire que plus il évolue dans le temps et vers le Daitengu, plus il se rapproche de l'humain de tous les points de vue, en fait. Donc n'oubliez pas, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Ça, c'est un peu la base de l'humanité. Et des Tengu. Et des Tengu. Et si vous vous rendez sur le site japonais du temple, qui est régulièrement mis à jour, parce que ça, autant il y a des sites japonais pour un peu tout n'importe quoi, autant des fois ils sont pas mis à jour et ils sortent de l'an 2002 ou 2003, c'est un peu bizarre. Celui-là est mis à jour et tous les jours vous découvrez une maxime du Tengu en fait. D'accord. Que c'est une phrase tombée du Tengu. Donc on retourne au Tembutsu-bute et tout ça qu'on parlait tout à l'heure, mais du coup c'est comme si tous les jours il venait dropper son peut-être, son tu sais truc, pas, tu vois. Et qu'il le mettait sur le site. Et donc tous les jours ça change. Bon, c'est pas super lisible parce que c'est un peu en kanji ancien comme si c'était tracé au pinceau, ouais. Mais vous pouvez y aller, c'est rigolo. Moi j'ai trouvé ça marrant en tout cas comme feature du temple Takao-san. Et finalement, même si des statues de Tengu, on en voit de temps en temps, c'est pas quelque chose que vous allez retrouver systématiquement dans des temples. J'ai fait le Tsukuba-san, par exemple, le mont Tsukuba où il est censé avoir un Tengu, j'en ai pas vu. Mais il doit être bien caché, quoi. Bon, peut-être qu'il est bien caché, ou peut-être qu'il n'y en a pas, tout simplement. C'est pas parce que vous avez une entité protectrice Tengu que vous allez forcément avoir la statue qui va avec. Donc ça prouve bien que ce temple-là, le Yakuin, est en particulier attaché à ce Tengu. Et franchement, ça se voit parce que vous avez des omiyage. Des souvenirs. Des souvenirs, en fait, que vous pouvez acheter pour vous, pour votre famille ou pour les collègues. Vous avez des gâteaux, en fait, aux couleurs du Tengu et vous avez carrément des t-shirts que vous pouvez acheter. T-shirt Tengu. T-shirt Tengu. En relief, avec le nez qui sort. Ça, je sais pas, mais... C'est pratique pour mettre la machine à laver. Le temple, en tout cas, développe son marketing autour du Tengu et est très attaché à ce yokai. Et bien sûr, un masque de Tengu géant. On vous attend aussi pour aller prendre une photo avec ce nez immense. Parce que qu'est-ce que serait le Tengu sans son nez ? Franchement, je sais pas. Voilà. C'est le parfait endroit en fait pour s'initier à l'art bouddhiste, D'accord. qui est quelque chose de magnifique. On ne dira jamais assez, franchement. Si par exemple vous allez au musée Guimet à Paris, vous avez un pan, il me semble. J'y ai été qu'une seule fois, mais à l'époque en tout cas, il y avait un pan sur l'art bouddhiste. Et c'est quelque chose qui est absolument magnifique. Notamment beaucoup de sculptures, des choses sur bois. Ça a beaucoup évolué du coup parce que le bouddhisme c'est une religion millénaire. Donc une grosse recommandation, ou si vous habitez là, ou si vous êtes de passage à Tokyo, d'aller faire une petite balade au Takao-san pour aller voir les Tengu en haut. Ces 2 statues sont vraiment très très belles. Ouais, on va faire ça. Merci Amandine. De rien Mathieu. Mais c'est la fin de l'épisode. Déjà, ouais. Alors que je suis près de mon dernier train. Voilà, c'est ça. Donc on va peut-être se dépêcher un petit peu. Ouais, on va roll up. Vous pourrez nous retrouver, donc Amandine, où est-ce qu'on peut te retrouver ? On peut me retrouver sur Twitter, Queen Amandine, où je parle un peu de yokai, mais beaucoup de conneries. Mais surtout, on peut retrouver le Twitter de l'émission, Librairie Yokai. Ouais. Et toi, on peut te retrouver où ? C'est Voilà, Mensetsu KY, qui est mon autre podcast. Et normalement, si tout va bien, on touche du bois, il est déjà sorti. Ah oui, non, oui, là, il sera sorti, oui. Le prochain épisode, le numéro combien ? le 19, je crois, ou le 20 19. Est déjà sorti. Ouais, il sera déjà sorti. Et dans le 20, j'interrogerai un Tengu. Voilà. Oh, révélation. Qui parle français. On est parti pour les putaclics, donc à partir de cet épisode. Voilà.
Il parle français en fait. J'ai trouvé un Tengu qui parlait le béarnais. Voilà. Donc, Parfait. Parfait. Donc, on vous souhaite à tous une bonne soirée. Je pense que les auditeurs sont un petit peu moins effrayés que d'habitude. Un petit moins, oui. Mais bon, si jamais quelque chose vous gratte dans le cou, c'est Ou peut-être si le vous nez d'un voyez Tengu. une plume qui vole soudain dans votre chambre. Ouais, mais tu vois, si quelque chose vous gratte dans le cou, c'est peut-être un Tengu, ça rimait quoi. Oh, pardon. Là, t'as cassé Excuse-moi, t'as tu peux la cassé mon refaire, rime. je me tais. Non, mais j'ai compris. Alors, si quelque chose vous gratte dans le cou, ce sera peut-être le nez d'un Tengu.あらら楽しき時は集まご無沙汰の顔が集まる満たされた魂で挑む世知辛さ支えは人となり勝負はこれからさ北さ南さ東さ西さ地獄の蓋が開いた会いたいと泣いた魂の宿は胸の中我が宝ほら笑ったまた会いましょう向かう約束の場所また会いましょう向かう約束の場所また会いましょう向かう約束の場所また会いましょう年に一度吹く盆の風に乗りあなたの声が聞こえる花添える引き止めず背を押すあの世この世の魂が入り混じる夏祭り喜びで洗い流す今夜の宴あの悲しみは今じゃ笑みを浮かべ花も実もない枝に止まって歌って集い温めまた別れさあ飲めや大黒踊れや恵比寿亀の座敷に鶴の声日が沈めど日が昇れど盆も盆様も笑う風の盆日が沈めど日が昇れど日が沈めど日が昇れど日が沈めど日が昇れど盆も盆様も笑う風の盆あなたを超えていこうと心配しないで俺たちは大丈夫忘れた頃にまた吹く風去年よりずっと強くなった飲めや大黒踊れや恵比寿亀の座敷に鶴の声日が沈めど日が昇れど盆も盆様も笑う風の盆